Bah oui, être premier, y a que ça. Être second, ça existe pas. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous? Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir the liste ultime. Le seul, le truculent Stéphane Boulet, alias Plugin Baby, m'accompagne pour cette mission. Bonjour tout le monde. Comment ça va, Daniel ? Eh ben écoute, moi ça va. Moi je suis Daniel Andreev, aka Camille Robotics sur internet, et vous êtes en train d'écouter l'épisode numéro 3 de Super Ciné Battle. Comment ça va toi, papa ? Ben écoute, ça va très bien, je suis très content d'être là, très content aussi que les gens ont apprécié notre petit crossover avec After Eight, l'autre podcast du l'univers étendu du Robotics Podcast. Donc c'était plutôt cool, on a fait un petit podcast sur X-Men si jamais ça vous tente, voilà, de savoir sur after8.fr. Voilà, exactement, pour savoir là de nouveau de façon définitive et absolue quel est le meilleur film X-Men qui a été réalisé à ce jour. Et faut dire que ce projet ne correspond pas vraiment à Super Ciné Battle parce qu'il s'étend sur plusieurs décennies. Voilà, exactement. Donc c'est vraiment thématique. Là, il fallait qu'on fasse quelque chose de spécial. Voilà, il fallait qu'on fasse une émission à part. Et Quick a eu cette gentille idée et on l'a fait à 3 et c'était bien chouette. Donc on vous remercie d'être là, de nous suivre régulièrement, d'être des milliers. C'est vraiment ça, des milliers. Je pensais pas qu'on dirait ça, mais. Oui, surtout aussi vite, en fait, parce qu'on est qu'à l'épisode 3. On vous rappelle les règles. Pour nous faire parvenir des listes, c'est très simple. C'est 3 films par liste, un titre pour votre liste si vous voulez vous la péter un petit peu, et vous nous l'envoyez à supercinébattle@gmail.com. Je vous préviens, on en est à plus de 300 listes. Sans déconner, on arrive à 300 listes. Ah, ça commence à faire, ouais. Et parfois, on en voit quand même, genre aujourd'hui, j'en ai encore des listes qui arrivent avec 2 films inédits parfois, tu vois. Non, mais tout est possible, hein. C'est encore possible. Donc bravo les gars. Et merci encore. S'il y a des doublons, évidemment, on les zappe. Et pour l'instant, j'essaie quand même de faire un équilibre dans les listes pour qu'il n'y ait pas trop de doublons. Et comme vous le savez peut-être, on couvre l'époque de 1980 à 1989. Voilà, c'est très précis, c'est pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, c'est 1980 à 1989. Et pour vous parler un peu du futur, on pense qu'on va juste pour changer, parce qu'au tout manière, on pourrait tenir les années 80 encore des 10. Ah oui, surtout au rythme des listes qu'on reçoit, là on pourrait tenir, je sais pas, une année entière, quoi. Ouais, je pense. Mais du coup, on va quand même. On va zapper, on va passer aux années 90 quand on aura plus d'une centaine de films comme ça, parce qu'on aime bien aussi les années 90, il y a tellement à dire. Il y a tellement de choses à dire, tellement de films à parler, tellement de choses à évoquer. Un petit regard sur notre liste peut-être ? Oui, vas-y. Notre film préféré, le meilleur film des années 80, et sans aucun conteste possible, Robocop. Voilà. Devant Akira, devant Blade Runner, devant The Thing, et devant Back to the Future. Écoute, est en 6ème. Et franchement, le top 5, il a de la gueule quand même pour le moment. Franchement, si tu regardes le top, je pense que tu pourrais te nourrir du top 5 pendant 10 ans. C'est ça, voilà. Déjà, comme le dirait Jacques Segala, si t'as pas vu le top 5 de Super Ciné Battle à l'épisode 3, c'est que t'as raté ta vie. Je pense aussi, ouais. Et le plus mauvais film de cette décennie, pour l'instant, c'est Cyborg de Jean-Claude Van Damme. Avec Jean-Claude Et Van je dois Damme. prévenir les gens, ce coup-ci, j'ai choisi des films où il y a des bottom shooters, quoi. C'est des mecs qui visent le bas. Et est-ce que Cyborg, je sais pas s'il y a quelque chose qui va dépasser le Écoute, Robocop. on ne sait pas. Voilà, enfin, toi, tu ne sais pas. Moi, je peux me douter, mais voilà. Et alors, on va commencer tout de suite avec une liste de Gaëtan Marino. Merci. Bonjour Gaëtan. Et merci. Oui. Et en fait, j'ai un peu choisi sa liste parce que je m'en veux, parce que je me suis un peu moqué de Gaëtan, le nom du héros du film dont on a parlé la semaine dernière, qui est Les Rois du Gag. C'est vrai. Et je m'en voulais un peu, et du coup, son nom et sa liste sont tombés à point donné, donc merci Gaëtan. Sa liste est intitulée Beautiful Failure. Oh. Donc alors. les échecs flamboyants, on va dire. Parfait. Et le premier film de cette liste, c'est Dune. Ah, Dune. David Lynch. David Lynch. Et on peut le dire que c'est un échec cuisant.
Oui, c'est un échec. Enfin, donc Dune, C'est un échec commercial, hein, parce oui, que c'est l'adaptation donc du célèbre roman de science-fiction, enfin de Frank Herbert. Voilà, de Frank Herbert, c'est la même saga en fait, Ouais. jugée par beaucoup complètement inadaptable. Et voilà, et puis David Lynch, qui n'était pas forcément un grand spécialiste du film de science-fiction, effets spéciaux, etc. Enfin, donc tu avais pas mal de conditions qui étaient réunies pour qu'effectivement le film ait des soucis. Et David Lynch, en plus, a refusé Return of the Jedi pour faire ça, quoi. C'est ce qui se dit, quoi. Mais t'imagines David Lynch sur Return of the Jedi, quoi. Je sais pas. Les tu sais, images, après- tu sais, qui se bousculent dans ma tête, là, Tu c'est. sais, en même temps, les films Lucas, tu sais, il faut surtout être un robot aux ordres du producteur. Oui, bah oui, bien sûr, oui, c'est ça. Donc, il aurait pu faire le robot, David Lynch. Hein. Je veux dire, on a tous des impôts à payer. Le seul problème, c'est qu'ils ont vraiment fait un four à l'époque. C'est vraiment le plus gros problème du film. Parce que c'est un film que j'affectionne un peu. J'affectionne particulièrement ce film, en fait. Alors, moi, je suis pas archi fan du film. J'adore Mais, le production design, moi. Mais il y a, Vraiment, ouais, tout- il y a les un côté. décors. Voilà, il y a un côté. Effectivement, il y a un côté enfin, assez flamboyant, en tout cas dans la manière de le faire. Je dirais pas que tout est bien exécuté, mais Ouais. tu sens que voilà, ils ont voulu faire un truc à leur façon, et puis justement pas à la sauce Star Wars. Enfin, tu vois, parce que c'était quand même le maître étalon pour pas mal de trucs, et ils ont vraiment voulu faire quelque chose qui s'appropriait un peu Dune à leur façon, quoi. Ouais, et moi, il y avait quand même des visions de terreur, quoi, dans le truc. C'était très terrifiant. Quand Duncan, le pote du héros de Paul Atreides, meurt, tu sais, avec une lame qui rentre tout doucement dans son shield. Ouais. Ça m'a pétrifié ma jeunesse. Hein. C'est vraiment. Et ouais, non, mais bon, après, c'est les productions Dino De Laurentiis, quoi. Tu vois, c'est très. Enfin, c'est très spécial, quoi. Enfin, Oui. Est-ce que c'est une production? Ouais, c'est Dino De Laurentiis, ouais. Ouais, il me Oui, semble, bien sûr, ouais. il me semble bien. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est un film assez bizarre. Puis t'avais aussi, c'est moi ce qui m'avait marqué, c'était cette espèce de combat avec le personnage en 2D, tu sais. Ah ouais. Cette espèce de truc. Genre, enfin, quand j'étais gamin, je comprenais vraiment, enfin, en fait, je comprenais pas ce qui se passait, quoi. C'était genre, Ouais. what the fuck. Et puis, quand le combat se finit, enfin, tu sais, le truc éclate en 1000 morceaux, tout ça, j'étais là, je fais, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, quoi. Oui, c'est pas très logique. Mais moi, j'étais quand même. J'avais lu les. Alors, c'est un des rares cas où j'ai lu les bouquins avant, parce que je n'étais pas un lecteur de SF. C'était pas la littérature qui était très prisée à la maison. Et mais j'étais vraiment assez surpris par ce film qui me donnait vraiment une vision différente. Et il faut dire que j'ai joué au jeu Dune de Cryos encore Oui. avant, en fait. Ouais. Donc j'avais une autre vision différente à chaque fois de ce film, de ces romans. Donc pour moi c'était comme si c'était une vision différente. Et j'étais pas du tout un otak qui disait wow, attends, c'est pas comme ça qu'on fait Ah ça. oui, mais non, Dans enfin, un bouquin, pour le coup, moi non plus, parce que pour le coup, j'avais pas lu et j'ai toujours pas lu Dune, pour être tout à fait honnête. Mais c'est un film que, quand tu le regardes, tu le réceptionnes assez étrangement, quoi. Et mais pour le coup, donc tu parles des jeux. Bon, aujourd'hui ils ont quand même vieilli, mais à l'époque, putain, c'était quelque chose les jeux Dune. Ah non, et puis il y avait de l'ambiance. C'est un film qui sait retranscrire une ambiance, et c'est pour ça que David Lynch était assez fort. Ah bah de toute façon, oui, c'est ça. Ouais. Enfin, c'est sa patte, quoi. Puis il y avait des chouettes acteurs. Je veux dire, il y avait Sting. Oui, voilà. Ouais, Il y avait Max von Sydow, Michael McLellan. Bah oui, Cal McLellan quand même. Putain, voilà, ça avait Future la gueule, quoi. Showgirls. C'est ça. Oh, c'était dégueulasse. le mec, c'est quand même le héros de Twin Peaks et il me dit Future Showgirls. Attends, t'en as fait d'autres, hein, de ce que. Oui, c'est vrai. J'ai fait pire avec McTiernan. Alors, moi, je regarde la liste et je mets Dune assez haut quand même, moi. Assez haut, comment? Je le mets en dessous d'Over the Top, si c'est la question. Il faut rappeler que Over the Top est un peu notre maître étalon C'est ça, voilà. C'est... des années 80. Et Over the Top, quelque part, ne baisse pas en ce moment. Non, c'est vrai. Dune, je le mets bien au-dessus de Top Gun quand même. Je le mets entre Back to the Future 2 et Le Petit Dinosaure, si tu n'as pas d'objection. Mais est-ce que toi, Moi, je mettrais peut-être quand même juste derrière l'ours. Parce que quand même, l'ours, ça reste quand même un truc qui m'avait vraiment beaucoup plus marqué à l'époque, quoi. D'accord, écoute, ça me peut aller. Bah écoute, ça veut dire que Dune devient le 24e meilleur film Des années 80. des années 80 et le premier film que nous voyons dans ce 3e épisode. Eh ben écoute, c'est entériné. Deuxième fiasco, The Adventures of Baron Munchausen. Ah bah oui, putain. Bah, là, on parle encore d'un autre film vraiment foutraque et tout, mais
pour le coup que j'aime bien encore. Enfin, voilà. Ce film a une extraordinaire magie qui fonctionne sur moi. Ah oui, non, mais c'est à nouveau. C'est à nouveau Terry Gilliam. À l'époque où Terry Gilliam c'était quelqu'un qui avait un véritable imaginaire et qui surtout savait le mettre en scène, quoi. Enfin, il y a une espèce d'énergie dans la mise en scène qui déborde à chaque instant. Ça a encore été un tournage ultra difficile. Ah oui, mais de toute façon, je pense en fait c'est le genre de film où en dehors de Gilliam lui-même, je suis même pas sûr que les gens comprenaient ce qui se passait, tu vois. Ah, et c'est aussi un film encore avec Sting, si je me dis. Putain, c'est vraiment le... C'est la thématique. C'est la thématique. Je pense que bientôt on va faire des reviews des clips de Mylène Farmer avec Sting. Non, c'est vraiment un film magique. Et je tiens à dire aussi qu'il y a quelque chose qui a beaucoup marqué, c'est qu'il y a Uma Thurman nue. Oui, c'est vrai, nue et jeune. Nue et très jeune. Elle était très underage. Jeune. Elle avait 17 ans. Mais il faut voir là un peu la malice de Terry Gilliam, je pense. je crois, oui. Et plein de bons acteurs. Hein. Je pense qu'il y avait Jonathan Pryce toujours dans les bons coups. Robin Williams. Et je crois que Munchausen, il était joué par... John Neville. C'est John Neville, ouais. John Neville. Et John Neville qui est un grand acteur classique. Il y avait Robin Williams, ouais. Non, vraiment, c'est vraiment un film assez magique pour moi. Et faut dire que Munchausen, c'était un truc qui était lu dans ma famille, on me le lisait, c'est un truc auquel j'étais déjà familier. J'avais vu les dessins animés aussi, les dessins animés genre Image, je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais, je me souviens plus exactement de ça. Ouais, moi c'était un peu ma cam, quoi. Donc, non, mais Munchausen, je le casse assez haut pour une... est-ce que je le mets au-dessous de Dune, peut-être moi je mettrais quand même au-dessus d'Over the Top, tu vois. Au-dessus d'Over the Top? Ouais. Ah ouais, mais en dessous de Sens de la vie. Ouais, au-dsus de Sens de la vie quand même. Qui est un autre Terry Gilliam. Il y a beaucoup de Terry Gilliam en fait je regarde là dans le top entre Brazil, Munchausen et le Sens de la vie finalement. Eh bah écoute, ouais, mais Terry Gilliam est un mec important. Ah bah était en tout cas. Donc Baron de Munchausen arrivait surprenante assez haut dans le top à la 19e place. Bah écoute, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant, mais en tout cas, c'est un film, faut pas trop en raconter, mais si vous aimez les trucs un peu... Je me souviens que Ardisson utilisait un des moments du film, le moment où il marche sur la lune, qui est en fait un décor en carton-pâte, avec une lune avec des yeux, tu vois, à la Méliès, quoi. Oui, d'ailleurs, pour dire attention, grand moment de cinéma, et il s'en moquait un peu. Mais moi, je trouvais que c'était classe, quoi. Bah oui, mais d'ailleurs, faut savoir que Méliès avait déjà adapté le Baron de Munchausen, et que du coup... c'était un gros clin d'œil. Voilà, l'aspect carton-pâte bricolé, etc. Déjà, ça correspondait à l'univers de Guillaume, mais surtout, c'était effectivement un hommage à Méliès, sans qui le cinéma de Gilliam n'aurait pas été le même, clairement. Oui, c'est clairement, tout ça, c'est de la référence à Méliès. Donc oui, pour le coup, Ardisson, ça fait partie des nombreuses fois, il aurait mieux fait de fermer sa gueule. Alors Ardisson n'a rien dit sur notre troisième film, qui est Heaven's Gate. Ah, Heaven's Gate. Alors, film très, 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 très important. Alors, écoute, je pense que le film est plus important que le contenu même du film. Oui, voilà. En fait, le film, moi, je l'aime beaucoup. Mais effectivement, il est très important par sa place dans le système hollywoodien. Donc, parce qu'il a changé la manière dont sont conçus les films hollywoodiens. Exactement, c'est Michael Cimino, qui était en fait, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle généralement la fin du nouvel Hollywood. En gros, c'était une période où la coke coulait à flot dans les maisons de production hollywoodiennes et le pouvoir était globalement donné aux réalisateurs. Donc c'était toute l'émergence des Scorsese, des Coppola, c'était à l'époque. Et oui, c'était les réalisateurs, genre les Lucas. C'était le pouvoir aux réalisateurs et c'était le moment où le blockbuster, c'était avant tout des films d'auteur. Il y avait vraiment un truc. Et en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que Michael Cimino, quand il a voulu faire Heaven's Gate, on lui a dit ouais, banco, comme on faisait à l'époque, quoi, en gros, plus ou moins, hein, je schématise. Et il s'est avéré que le film a pris un temps infini à se tourner. Il a été un four. Ça a coûté une somme astronomique, ça a coulé sa maison de production à l'époque. Quand je dis couler, c'est coulé, c'est-à-dire qu'ils ont fermé la porte et ça a pas du tout marché. Mais vraiment, c'était plus que boudé. Et à partir de ce moment-là, les mecs se sont dit waouh,
donner Ça a mis autant de- fin aussi à l'ère absolue Oui, des westerns. des westerns, ouais. À partir de ce moment-là, les décisionnaires à Hollywood se sont dit, ouais, doucement. Ils sont bien gentils, les réalisateurs, avec leurs grandes idées, etc. Et leur film pharaonique Et à leur film pharaonique, 300 minutes. Mais à un moment donné, eh ben, on va faire autrement. Et c'est en fait c'est le début du cinéma gestionnaire à Hollywood. En fait, c'est vraiment ça. C'est à partir de ce moment-là, ils ont commencé à mettre des barrières, entre guillemets, des garde-fous. Voilà, c'est plutôt ça, des garde-fous, pour éviter que justement un type coule à lui tout seul avec un film, sa boîte de production. Et c'est ça qui nous a donné aujourd'hui les tentes de production qui sont sur les sets, c'est qu'ils réécrivent les scripts au jour le jour. Voilà, exactement. Même sur les films de super-héros. Donc c'est la fin d'une époque. C'est la fin d'une époque. Mais le film, alors il est long. Hein, je crois qu'il dure 3 heures ou même plus que 3 heures. Ça dépend de quelle version, parce qu'il y a la version telle qui est sortie, il y a la version remontée. Enfin, il y a plein de versions différentes de ce film qui existent. Et la version telle qu'elle est sortie, je crois qu'elle faisait de 1 heure. 150 minutes, quoi. Ouais, c'est long, mais franchement, j'imagine même plus, quoi. Je crois que c'est beaucoup plus long que ça. Mais c'est un film qui à voir, parce que ça reste un western, mais vraiment un western à part, parce que c'est pas c'est ni western spaghetti ni même le western classique. C'est une espèce d'épopée en fait plus. Et en fait si tu rentres dedans, franchement, c'est un film qui te transporte malgré tout, quoi. Et c'est un film qui a détruit son industrie de son époque. Ouais, vraiment, on savait pas. Genre, les mecs disaient, wow, vous allez tuer Hollywood là, les mecs. Non, mais c'était vraiment ça. C'était vraiment la catastrophe à bord, quoi. Et c'est un film qui mérite d'être redécouvert pour le coup. Moi, je l'ai revu parce que dans tous les bouquins de ciné, on disait, oh là là, Heaven's Gate. Ouais. Et tu sens que aux États-Unis, c'est un film très important. Oui, c'est ça. Mais mais comme dit, c'est vraiment le pivot de l'industrie. Enfin, voilà, il y a eu plusieurs pivots dans l'industrie qu'on évoquera au fur et à mesure. Mais celui-là, c'était vraiment un truc très important. Et il a changé la face de la production hollywoodienne, quoi. Bon, alors où est-ce qu'on va le classer ? Je pense est-ce qu'on le met au-dessus des rois du gag ? Oh oui, quand même. Et Heaven's Gate, je veux pas le voir en dessous de Top Gun, c'est pas possible. Bon, vas-y, où est-ce que tu le shooterais ? Heaven's Gate, je le mettrais. Moi, je le mettrais juste en dessous de Back to the Future 2. Ok, écoute, je te l'accorde, pas de problème. Parfait, si ça te va, ça me va. Écoute, Heaven's Gate. Qui est vraiment un bon milieu de tableau, quoi. Ouais, mais je pense que c'est un film qui a ses défauts, etc. Parce que aussi à cause de sa production et de Cimino, qui était quand même un réalisateur qui était pas évident et pas toujours au clair avec lui-même. Mais c'est vraiment un film dans lequel tu peux trouver des choses et dans lequel tu peux vraiment t'embarquer, quoi. Enfin, c'est à voir. Bon, écoute, on a fini avec la liste de Gaëtan. Merci Gaëtan. Merci Gaëtan, très bonne liste. On va passer à une autre liste, la liste d'Anthony Abelot, qui nous a envoyé... Bonjour Anthony. Bonjour Anthony, et merci pour ta liste. Il nous a envoyé une liste qui s'appelle 3 œuvres majeures de science-fiction des années 80, en sous-titrant « Si Akira et Blade Runner l'ont fait, eux aussi ont droit à leur chance ». Et elle commence par Flash Gordon. Ah, Flash Gordon. Flash Gordon. Voilà, donc Flash Gordon que beaucoup de gens connaissent avant tout grâce à la BO de Queen, hein, avec la fameuse chanson titre Flash. Et la ligne de basse extraordinaire. La ligne de basse est extraordinaire. Ouais, de toute façon, la ligne de basse. Les lignes de basse de Queen en général, c'est soit Another Bites the Dust, c'est le truc le plus samplé de l'histoire du rap. Voilà, et c'est pas pour rien parce que les lignes de basse chez Queen, enfin je sais pas, t'as aussi Under Pressure, le duo avec Bowie, enfin. C'est incroyable. Une des plus belles lignes de base de l'histoire du rock, mais bref, on n'est pas là pour parler de Queen. Mais on peut, hein, mais on peut aussi. C'est notre podcast. Et c'est une production d'Ino De Laurentiis, encore une fois. Encore une fois. Toujours dans les bons coups. Et là, par contre, ils ont fait leur thune, hein, ça c'est bon. Oui. Alors, il faut dire, c'est un film de SF, à la limite space opéra anglais. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment ça. Et quand tu dis space opéra, c'est le mot le plus juste parce que c'est vraiment opéra, genre au sens italien du terme, quoi. Au sens théâtral. Au sens théâtral du terme, exactement, quoi. Ouais. C'est un film assez réjouissant. Mais comment dire, il a réussi à capter ce qui faisait un peu le côté cheesy de
tu vois, de Batman 66, quoi. Oui, c'est ça. Et oui, c'est Tu vois, c'était un peu cheesy, carrément cheesy. Ouais, il était, comme disent les Américains, c'est campy, tu vois. Oui, voilà, c'est exactement ça, quoi. C'est un film. C'est vrai que surtout que il est sorti donc après la Guerre des Étoiles et globalement, enfin d'un point de vue visuel en tout cas, il y a un gros décalage. On est plus proche du comment ça s'appelle des maîtres de l'univers, tu sais, avec Dolph Lundgren que Star Wars, quoi. Prépare-toi à la suite de la liste. Ah. Donc où est-ce que Flash qui est bon, moi je veux te dire, je prends plaisir à regarder Flash, mais encore une fois, je pense que ce qui a rendu culte Flash, c'est plus sa musique que son contenu. Enfin, c'est un objet. En fait, c'est un objet pulp, en fait. Ouais. C'est vraiment ça. C'est un objet pulp, mais c'est pas un grand film pour autant. Mais les visuels du film sont quand même assez impressionnants, quoi. C'est des trucs qui sont restés à vie, quoi. Il faut voir Flash au moins une fois pour comprendre. Oui, non, c'est sûr. De quoi on parle, quoi. C'est vraiment un truc à voir. Alors maintenant, où est-ce qu'on le classe ? Où est-ce qu'on le classe, Flash ? C'est un film important. C'est un film important, mais je le dirais moins important que Top Gun quand même. Moins important que Top Gun, d'accord. Ouais, quand même. Okay. Moins important que Top Gun, mais en même temps, je le vois pas. Il peut pas être au-dessus de Willow, tu vois. Il peut pas être au-dessus de Willow, d'accord. Non, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, c'est comme ça que je te suis. Je pense que je le verrais plus que l'Histoire sans fin. Ouais, d'accord, ok. Ça te va ? Ouais, ça me va. Putain, on arrive à bien se synchroniser. Tu sais, il y a des gens qui disent oh là là, papa il parle plus, Daniel il parle plus. Ouais, non, mais ce qu'il faut savoir. On se synchronise vraiment, quoi. Et on se synchronise, et puis quand après il y a un truc qui va pas, tu me donnes de l'argent, on s'arrange autrement, tu sais, comment ça se passe. et puis je sais où tes enfants vont à l'école. Il n'y a pas d'embrouille entre ça. nous. Tout est clair. Tout est clair. C'est de la véritable amitié non feinte. Ah ouais, bien encadré. Bah écoute, le deuxième film de la liste d'Anthony, c'est, tu croyais pas si bien dire, Master of the Universe. Voilà, Master of the Universe, un film produit par la Canon, la machine à rêve. Et alors, voilà. Non seulement ça, mais je crois que c'est le film qui a tué la Canon. Ça fait partie, parce qu'en fait, ça se voit pas à l'écran quand vous le regardez aujourd'hui, mais à l'époque, pour eux, c'était un film ultra ambitieux à tous les niveaux. Et en fait, c'est Dolph Lundgren donc, qui joue Musclor. Tu sais, ils se sont dit, waouh, putain, ce mec-là, dans Rocky 4, il était trop bien. Voilà, c'est ça. Il venait d'apprendre un tout petit peu à parler anglais, mais il doit avoir 6 lignes de dialogue dans tout le film. C'est ça, et à cette époque-là, Dolph Lundgren, il joue encore moins bien que Schwarzenegger, donc c'était quand même dire... Alors, il faut dire que c'est... Pour moi, c'est un film important. Parce que d'abord je suis allé le voir en salle de ciné et à un moment Jean-François s'est levé dans la salle, il a mis son pot de popcorn sur le bras et il a fait piou 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 comme si il avait un canon Cobra. Ouais. Et pourquoi je sais qu'il s'appelle Jean-François, c'est parce que sa maman lui a crié Jean-François, assieds-toi à ta place. Tu vois, le cinéma dans des bonnes conditions. C'est ça. Et plus sérieusement, si on peut, alors il faut voir ce film, c'est un grand nanar cosmique. C'est ça. Si t'es fan de nanar, c'est un incontournable, vraiment. C'est un nanar cosmique, puissance over the top, je dirais. Enfin, ce film est... Enfin, je veux dire, par exemple, pour Skeletor, parce que du coup, en plus, pour le coup, j'ai vu il y a pas longtemps Electric Boogaloo, ouais. le documentaire sur la Canon, et justement, ils expliquaient le cas de Skeletor, donc avec son visage qui est joué par Frank Langella. Voilà, de squelette. Et en fait, au début, ils avaient prévu un truc genre super ambitieux pour son visage, tu sais, avec des animatroniques, etc., pour faire un vrai crâne, etc. Et en fait, les mecs sont arrivés, ils ont fait, ça coûte ça. Et puis ils ont fait, bon, alors on enlève ça. Ah, ça coûte ça. Ah, c'est toujours trop cher. Et ainsi de suite. Et en fait, au final, ils se retrouvent avec un espèce de pauvre truc en latex posé sur le visage qui bouge. Et quand ça zoome, tu vois la couture. Oui, quand ça zoome, tu vois la couture, tu vois la peau derrière les yeux, derrière les trous pour les yeux. Genre, c'est une catastrophe. Et ce qui est génial, c'est que Langella, il le joue à 100% à fond la caisse. Lui, il est à 200%. Il est le meilleur acteur d'un film exécrable. Il est le Mr Bison de Street Fighter. Voilà, quoi. C'est exactement ce que je veux dire. Il me rappelle Raoul Julia dans le film Street Fighter. Il est très Raoul Julia. C'est exactement ça, quoi. Et il faut citer aussi que parce que ce film est connu pour plein de choses, notamment c'est le premier film de Courtney Cox.
Oh Et il putain, faut oui, dire c'est que vrai. Courtney Cox, Oui, parce que- à 20 piges, elle était vraiment choupie. Oui, parce qu'il y a Musclor qui arrive dans l'Amérique des années 80 et justement, Oui, en fait, il tombe il faut sur Courtney Cox, quoi. il faut expliquer le film, c'est que ça se passe dans le monde sur Eternia. Enfin, je crois que ça s'appelle Eternia de mémoire. Non, je suis assez calé en fait en mode de vie. Et en fait, au bout d'un moment, ils sont transportés dans le monde d'aujourd'hui, donc c'est très les visiteurs quoi. C'est ça. C'est un peu une préquelle de Thor, si vous voulez, en fait, même carrément. Et en fait, comme ils avaient pas de moyens de faire tout Eternia, en fait, ils se sont dit, bah, on va vous transporter dans le New Jersey. Non, c'est ça, quoi. C'est ça. Et pendant 80 du film, les combats, ils se déroulent dans des hangars, dans Oui, des c'est ça, cuisines, dans des salons. Dans des pièces toutes pourries, à peine éclairées. Enfin, C'est du laïesh, mais c'est extraordinaire. Et alors, j'ai eu une nouvelle manière de redécouvrir le film, c'est que, en fait, à l'époque, je lis toujours des comics, mais je lisais les comics de John Byrne qui s'appelle John Byrne Next Man, qui est un truc de SF contemporain un peu politicard, quoi. Et en fait, pourquoi? C'est parce qu'il en a parlé, on lui disait, mais quelle est la bonne adaptation d'un comics en film? ouais. Et lui, il a dit, bah, les Maîtres de l'Univers, parce que si on regarde les Maîtres de l'Univers, c'est l'adaptation la plus proche des New Gods de Jack Kirby. Et c'est vrai. Et alors, à un moment, il a reçu une lettre du réalisateur Ouais. qui lui dit, bah oui, c'est vrai, en fait. Je suis content que quelqu'un ait compris, en fait, ce que je voulais faire. En fait, c'était une adaptation des New Gods de Jack Kirby. Et c'est vrai que ça y ressemble énormément. Si t'enlèves le grand blond qu'on leur a foutu là-dedans. Après, tu vois. Ça ressemble vraiment à une adaptation comics, vraiment assez fidèle, en fait. Et c'est là qu'on voit que finalement, être une bonne adaptation, ça ne fait pas un bon film, tu vois. Oui, comme quoi. C'est une autre adaptation de quelque chose. Alors, ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que le Maître de l'Univers, c'est l'adaptation d'une série télé qui était adaptée elle-même d'une série de jouets. Ouais, c'est ça. C'est l'époque, et en plus, ils ont mis en place le film au moment où les Maîtres de l'Univers c'était déjà en train de s'éteindre, quoi. Oui, non, mais de Donc, toute façon, c'était le mauvais timing absolu. Le mauvais timing. Et en fait, la Canon, quand ils se lançaient dans un film, ils abandonnaient jamais. C'est-à-dire que, par exemple, on va reprendre Cyborg. Il faut savoir que Cyborg, au départ, c'était une adaptation de Spider-Man, en fait. Ah, c'est vrai. Le point de départ de Cyborg, c'est on veut faire Spider-Man au cinéma. Et ça finit avec Jean-Claude Van Damme, avec 3 haillons qui tapent sur un grand black dans un décor désertique. C'est vrai. Qu'est-ce que ça aurait donné s'ils avaient 3 ampoules, quoi. Mais ils avaient les droits de faire Spider-Man, je crois. Mais justement, c'est pour ça qu'ils étaient partis dessus. Et en fait, et ensuite, comme ils l'ont pas fait, bah, les voilà, droits comme ils l'ont pas fait, etc. Et, enfin, ça a échoué et ça s'est transformé en post-apocalyptique avec Jean-Claude Van Damme, quoi. Mais du coup, Element Univers, c'est ça, c'est qu'ils avaient le truc et il fallait absolument faire le film. Voilà. De toute façon, ils l'avaient vendu, le machin. Ils avaient parlé de faire une suite à un moment. Ouais. Et je vous le mets en mille, dans les moins de 5 ans, il y aura le remake des Maîtres de l'Univers, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr et certain. Genre, avec toute la veine Hasbro, là, c'est pas possible que Mattel, il fasse pas ça, quoi. Oui, puis voilà, puis en plus, ils ont Chris Hemsworth sous la main, il est dispo parce que de toute façon, personne veut tourner avec lui, donc voilà, il y a plus qu'à. Parce que, soyons francs, Chris Hemsworth, il est aussi beau qu'il est mauvais acteur. Ah oui, non mais c'est... Et le seul... Ah tiens, on fait une parenthèse Chris Hemsworth, est-ce que tu as vu Rush? Oui. Il est très bien dans Rush. Oui, dans Rush. Parce qu'il joue un connard. Oui, il joue un connard parfait. Ouais. Il est extraordinaire dans Rush, voilà. Ouais. Sans doute le meilleur Ron Howard tardif pour moi. Ah oui, je pense aussi, oui. C'est le seul que j'ai pu regarder jusqu'à la fin, donc comme quoi... Bon, alors, moi je propose, j'adore ce film Nanar 2. Je le mets très haut. Très haut, oula. Très haut comment, attention. Pour moi, je le mets au-dessus de Bloodsport. Ouais, ok. Je le mets au-dessus de Top Gun. Au-dessus de Top Gun? Ah, t'es rude, là. Mais attends, mais tu sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas qu'on a touché à Beetlejuice et tout ça. Ouais, mais là, quand même... Voilà, je serais presque prêt à le mettre au-dessus de Beetlejuice. Ouais, mais Beetlejuice, c'est quand même la limite, là, tu vois, c'est... La limite qualitative, tu veux dire? Ouais, la limite qualitative, quand même. Top Gun, à rigueur, je veux bien. Ok, tu me donnes Top Gun? Ouais, okay, je te donne Top Gun. Parce que c'est en plus 2 films de mon enfance typiques, quoi. Ah bah ça... Comme quoi, t'as pas une enfance facile. Bah écoute, Master of Universe rentre entre Beetlejuice et Top Gun. Et il y a un truc qui est sûr, c'est que je crois que sa position est définitive. Elle ne pourra jamais changer. Ah ben voilà, c'est comme ça. Hein, Pourtant, il faut qu'on le dise aux gens, c'est que j'envoie souvent régulièrement des SMS à papa pour lui dire « Putain, on a été méchant avec Cobra, parce que Cobra, quand même, avec ses slips en cuir, c'est pas quelque chose. » Bon, bah écoute, Master of Universe, c'est dans la boîte. Et il nous reste un dernier film de cette liste, qui est un autre film de SF, donc majeur de SF. Ouais. C'est un film qui a été extraordinairement donné. C'est La Soupe aux choux. Ah, La Soupe aux choux, ben oui.
Je n'ai pas le titre en VO. Alors, excuse-moi, il faut rappeler le pitch. C'est deux paysans. Le Glaude et la durée. Non, c'est bien ça. La denrée. Non, la denrée, Ah. c'est le nom de... Oui, c'est ça. Non, c'est quoi déjà leur nom? C'est Le Glaude, Ah merde, c'est quoi le... Merde, tu mets le doute, tu vois. Parce que la denrée, il me semble que c'est le nom que donne De Funès oui. au personnage de Villeray, en fait. Attends, comment il s'appelait? Il y avait le Glaude. Il y avait le Glaude, et Carmé, il jouait... Comment il s'appelait? Ah, le Bombay. Le Bombay, ouais, c'est ça. Le Bombay. Voilà. Donc alors il y avait le Glaude, joué par Louis de Funès, et Jean Carbet qui jouait la Bombay, qui sont deux vieillards quelque part dans la campagne. Et ils mangent de la soupe aux choux et ils pètent, et là il y a un extraterrestre qui les entend et qui débarque. Voilà, parce qu'en fait, si vous voulez, le bruit d'épée, la fréquence d'épée, en fait, est interprété par cet extraterrestre comme un signal comme une balise, si vous voulez, pas de détresse, mais en tout cas d'une balise de repérage. Donc du coup, il atterrit dans le champ de ces deux personnages, quoi. Et il va changer leur vie. Exactement. Et alors, écoute, moi, je suis admiratif de ce film en plein de terre. D'abord, c'est un des derniers Louis de Funès. Oui, c'est un des tout derniers de Funès. Et d'ailleurs, c'est un film. C'est un Jean Giraud. C'est un film. Moi, quand je l'ai revu récemment. Parce que c'est un film que je regardais très très récemment. Et en fait, honnêtement, il me faisait plus autant rire qu'à l'époque, parce que je pense que les histoires de paix, ça me fait plus tellement rire. Mais il est d'une mélancolie assez. Alors voilà, c'est ça que je voulais quoi. dire, c'est que les deux premiers tiers sont hilarants, et le dernier tiers est d'une tristesse. La scène où justement, où tu sais, ils sont entourés de grillages avec ils sont les gens enfermés dans une cage et les gens leur balancent des cacahuètes. et genre, c'est la tristesse vraiment. C'est vraiment un caricatural à la française, quoi. C'est presque un dessin de Gottlieb à ce niveau-là. Ouais, c'est ça. Et c'est genre, il y a plein de lignes de lecture, genre, qu'est-ce qu'on a voulu nous dire là-dedans? Exactement, c'est ça. La femme Israël, je crois que c'est la femme de Louis de Funès qui est ressuscitée. Ouais, c'est ça. Et elle est ressuscitée en jeune, et évidemment, le film te fait clairement signe que c'est une catan. Et elle s'en va, et ils sont abandonnés, et heureusement, leur ami extraterrestre ne les abandonne pas. Ouais, et c'est ça qui est le plus frappant, c'est que c'est un film en fait d'une mélancolie, folle, d'une tristesse absolue, et en fait c'est peut-être là où honnêtement je trouve qu'il réussit le mieux finalement. Ouais, je pense aussi. Ouais. Et c'est là où quand j'étais gamin, honnêtement j'ai pas du tout ciblé le truc, etc. Mais quand je l'ai revu adulte, comme dit, ma lecture du film c'est complètement renversée. Et alors ouais, le costume de Villeray, bon, il est ridicule, etc. Sur la terre. Et oui, il y a un truc qui est resté dans la légende, c'est. Oui, c'est ça. Il parle. Voilà, mais quand tu un vois niveau ça, d'improvisation d'acting extraordinaire. Extraordinaire, c'est ça. Mais voilà, quand tu remets ce film dans la perspective de la carrière de Funès et tout, c'est touchant. Il y a un truc qui se passe malgré tout, quoi. Est-ce qu'on peut dire un mot aussi sur la musique, quand même, qui est quand même extraordinaire. Le générique, il est génial, quoi. L'espèce de synth pop. Ouais, c'est genre. Exactement, c'est ça. Et là, je pense à tous les gens qui sont en train de courir, en train de faire leur jogging, en train de nous écouter. C'est une musique de jogging, c'est exactement ça. Et ouais. Non, écoute, vraiment, c'est un film important pour la France. Oui, c'est un film important pour la France, c'est ça. Et à ce titre, je pense qu'il va être assez haut dans notre classement. Tu le verras où, toi? Est-ce que tu le mets au-dessus de Back to the Future 2? Non, je le mets en dessous, quand même. Je réfléchis. Je le mets en dessous, parce que je regarde qu'est-ce qu'on a à proximité. On a donc La Porte du Paradis, de petits dinosaures, l'ours, Dune. En même temps, tu vois, pas si loin de Dune, je trouve que c'est pas mal, en fait. Il y a une certaine cohérence, tu vois, entre La Soupe aux choux et Dune. Tu veux sous l'ours, c'est-à-dire, et au-dessus de Dune? Non, on peut le mettre au-dessus de l'ours, si tu veux, à la rigueur. D'accord, ok. Mais tu vois, pas très loin de Dune, je trouve qu'il y a une certaine cohérence là-dedans. Ouais, je pense que... tu sais, quand on reverra ça plus tard et qu'on montrera ça à nos enfants, ils vont se dire, mais en fait, vous aviez raison. Exactement. Quand ils te diront père, parce qu'ils te diront père, tes parents, tes enfants. C'est bien le genre, ouais. Alors, La Soupe aux choux rentre entre Heaven's Gate et Le Petit Dinosaure, on est d'accord. Écoute, ça me semble être une bonne place. Écoute, c'est une place digne. Mais franchement, si t'as pas vu La Soupe aux choux, Ah bah oui, non, il faut avoir... Alors, on remercie Anthony pour sa liste. Merci, Anthony. Merci, Anthony. Et on passe à la liste de Jean-Philippe Sakel. Bonjour, Jean-Philippe, et merci. Merci, Jean-Philippe, pour ta liste. Sa liste, qu'il a intitulée « On va donner de la compagnie à Cyborg ». Excellent. Et ça, c'est ce qu'on veut.
Parce que, tu sais quoi, j'essaie de mettre une thématique à chaque fois, parce qu'il y a encore plein de thèmes qu'on n'a pas vraiment trop explorés. Il y a les rom-coms, il y a les comédies plein de trucs musicales. encore. On a les listes, hein, rassurez-vous les mecs. Là. Vous pouvez nous envoyer si vous pensez avoir le film. Il dit, mais bon, là on a du matos. Tu te rends compte, on a toujours pas Indiana Jones avant... Toujours pas. Toujours pas. Mais peut-être, hein, Qui sait. Et alors, bon, le premier film de la liste de Jean-Philippe, c'est Le Passage de René Manzor. Alors, Le Passage. Donc, déjà, il faut savoir que c'est le seul film de son auteur. Déjà, première chose. Ce qui n'est pas forcément mauvais signe, hein, parce que rappelons-le, La Nuit du Chasseur, c'est aussi le seul film de son réalisateur, donc ça ne veut rien dire. Mais là, dans ce cas précis, je pense qu'à un moment donné, quelqu'un dans sa famille ou dans l'entourage professionnel lui a dit « Arrête !» L'idée du passage, c'est en fait... Attends, il faut dire un truc, c'est que René Manzor, de son vrai nom, c'est René Lalanne. Oui, c'est ça. C'est le frère ou le cousin de Francis Lalanne et de Jean-Félix Lalanne aussi. Voilà, et du coup... je sais plus, excusez-moi. Le film est notamment du coup connu pour la chanson de Francis Lalanne qui sert au générique de fin. Pense à moi, comme je t'aime, et tu me délivreras. Et là, il y a le moment de passage clé des paroles qui... Tu briseras l'anathème. Parce que tous les jours, je brise des anathèmes. Bras. Enfin, voilà. T'as brisé des anathèmes hier ? Ah ben, je fais que ça. Tous les jours. Le matin au petit déjeuner, je me lève, le premier truc que je fais, c'est je brise des anathèmes. Tu vois ? Bon. Et on vous dit que cette chanson, c'est le truc le moins ridicule du film. C'est ça, c'est le truc le moins ridicule. Donc l'histoire, vite fait, c'est l'histoire de Jean Diaz, qui est joué par Alain Delon. Ah, mais tu le connais bien en plus, le film. Mais oui, je le connais bien, parce qu'il est génial à plein de niveaux. Et en fait, Jean Diaz, il meurt d'un accident de voiture qui est provoqué par la mort elle-même. Parce qu'en fait, en gros, la mort... Si tu veux, elle a un espèce de grand ordinateur, le fameux grand ordinateur de la chanson, dans lequel il y a tous les humains de la Terre, et à un moment donné, il cherche, enfin je sais plus, il cherche genre les plus grands artistes de notre temps, et t'as des artistes, et dedans t'as Jean Diaz, donc un réalisateur de dessins animés, et il cherche en fait quelqu'un pour faire l'œuvre ultime. Et la mort sur son ordinateur, est-ce qu'elle tape en AZERTY ou en QWERTY ? Elle tape en AZERTY. Et donc elle tue Jean Diaz pour pouvoir le récupérer, et il lui fait une espèce de chantage genre haha, ton fils est dans le coma, mais si tu me fais chier, tu réalises pas le film pour moi, et ben je vais tuer ton fils. Et donc t'as cette phrase magnifique qui est un moment clé du film. Tu as Alain Delon, super premier degré, c'est-à-dire que Alain Delon, il se croit encore sous Jacques Demy, il se croit encore chez Visconti, c'est-à-dire qu'il est à fond dedans. Sauf que il est tellement à fond dedans. Il joue le rôle de sa life. Il joue le rôle de sa vie, sauf qu'il est tellement à fond dedans qu'il est complètement à côté. Et il regarde la mort et il lui dit Jean Diaz ne pactise pas avec la mort, il la combat. Voilà. Tu sais que ça me rappelle les phrases qu'il dit sur le making-of du film de Bernard-Henri Lévy. Oui, non, mais qui s'appelle Autopsie d'un massacre. C'est ça. Et il lui disait mais BHL, on va vous attaquer, on va vous humilier, on va vous. Genre vraiment, on va vous attaquer. Et lui, il dit Alain Delon, on ne l'attaque pas. Alain Delon est inattaquable. Il dit cette phrase. C'était Zlatan avant Zlatan, hein, Alain Delon. Voilà, faut savoir. Est-ce que je peux dire juste un mot sur Alain Delon ? Attends, vas-y. Du micro. Je n'aime pas Alain Delon. J'ai jamais aimé Alain Delon et je pense que quand il est dans un bon film, c'est un accident. Il a fait des bons films, mais après, c'est vrai que. Ah ouais, mais moi, je trouve, je suis jamais sold par. Genre, ça, c'est pas un bon acteur. Mais voilà, mais contrairement à Belmondo, il s'est vite perdu, quoi. Alors que Belmondo a joué dans des classiques, quoi. Mais lui, c'est plutôt les classiques qui ont utilisé Alain Delon. Oui, c'est ça, quoi. Et enfin bref. C'est peut-être un sujet à polémique, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont des Alain Delonophiles, comme moi je suis Luc Bessonphile, je sais rien. Mais ouais, ce mec ne sait pas jouer. Il a aucune grille de lecture dans son acting. Il ne sait être que lui-même. En fait, il sait être lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un acteur quand il est utilisé pour lui-même par le réalisateur et que le réalisateur en a conscience, ça fonctionne. Enfin, justement, La Piscine, par exemple, ou Rocco et ses frères, c'est des bons exemples parce que il joue Alain Delon ou un proto Alain Delon. Et en fait, c'est dans le rôle, c'est dans le personnage, et du coup, ça marche. Mais effectivement, là, à ce classique du cinéma. Et voilà. Et là, dans le passage, il continue de faire son Alain Delon à fond les ballons. Donc la mort défie Alain Delon, et je crois que si je me souviens bien, elle lui coupe la main. Oui, elle lui coupe la main. Oui. Elle lui coupe la main. Elle la garde en trophée, tu vois. Ouais, il y a pas de bol. Il lui coupe la main. C'est pas joué comme dans Game of Thrones. Oui, c'est ça. C'est genre, il a mis sa main dans la manche. C'est ça, voilà. Alain Delon passe le reste du film avec sa main dans la manche et ça se voit, c'est-à-dire que tu vois le bout de la manche qui est replié avec les petits points qui serrent les moignons. Enfin bref, c'est une catastrophe et c'est super premier degré. Ça se veut.
c'est vraiment qu'Alain Delon, profond, quoi. dans son job, et c'est pour ça que moi ce film m'a marqué, c'est qu'il est réalisateur de dessins animés. Oui, il est réalisateur de dessins animés et il fait un film qui s'appelle Le Sang, je crois, qui raconte en fait, en gros, toute la misère du monde qui se propage. Et ce qu'il voudrait, c'est que les gens soient tellement dégoûtés par la violence qui monte dans son film que les guerres s'arrêtent. En gros, et je te jure, je n'exagère pas. Non, c'est ça, je me souviens bien. Exactement ça. Et le film est intercalé par les séquences dans dessins animés dessinés par Alain Delon devenu gaucher. Voilà, exactement. Parce qu'il était droitier, mais pas de problème. Et c'est ça, le but du film, c'est qu'il réalise le film le plus bouleversant du monde. C'est ça. Et c'est... Et c'est d'un ridicule. C'est d'une prétention folle. Enfin, c'est... Oui, parce qu'en plus, ça se veut anticapitaliste, oui, anti-mondialiste, mes couilles et tout. C'est vraiment... Enfin, c'est horrible. Enfin, le seul point positif du film, c'est que ça dure 1h20. Ouais. Voilà, t'en as vite terminé. C'est un classique du cinéma. C'est un classique de notre cinéma. C'est ça. Et comment classer un truc comme ça, parce que c'est à la fois irregardable et... Derrière Cyborg. Tu crois derrière Cyborg? Ah ouais, je préfère regarder Cyborg. Cyborg est... Parce que dans Cyborg, au moins, il y a des coups de pierre tournés, quoi. Ouais, et Cyborg, il y a aussi beaucoup moins de... Et Cyborg, de Francis Lalanne, en fait. Il y a beaucoup moins de Francis Lalanne, puis surtout, c'est la prétention du passage qui coule le film. Enfin, je veux dire, c'est une prétention. Ouais, en fait, c'est ça le truc. C'est ça qui fait que le film de BHL est nul. C'est que c'est tellement prétentieux. C'est archi mauvais, mais en plus, ça se croit, ça se croit à la course aux Oscars. Enfin, tu vois, il y a un truc, au bout d'un moment. Oui, c'est genre. T'arrêtes, quoi. C'est un truc d'un poème d'ado sans talent, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. C'est, oh putain, je vais faire un truc super puissant, et voilà. Et je tiens à dire que Jean-Philippe était le seul à pouvoir proposer ce film. Et par contre, il rebelote, puisque encore un bottom shooter, il nous parle de Kamikaze. Est-ce que tu as déjà vu Kamikaze? Alors Kamikaze, c'est celui avec Coluche? Non, c'est pas... non. Ah non, je confonds, c'est Kamikaze avec Galabru. Ça n'a rien à voir, putain. C'est Kamikaze avec Galabru. Alors et non, moi, je crois pas que je l'ai vu. Alors écoute, pour une fois, moi j'ai vu ce film. Et je peux te dire pourquoi je l'ai vu, c'est parce que c'est un film écrit et produit par Luc Besson jeune. Ah, d'accord. Et c'est un film d'une grotesquerie, puisque Galabru qui joue, c'est un scientifique, il joue comme s'il jouait Knock, tu vois, à la Grande Motte, tu vois. Je vois tout à fait. Ah bah alors, mon mari, genre il est ridicule. Il est ridicule et alors ce qui l'horripile, c'est qu'il regarde la télé et il est horripilé par la télé, évidemment la télé qui est horrible, puisque évidemment la télé c'est le mal. Oui, c'est le mal, c'est l'ennemi du cinéma. Et ce qu'il déteste le plus, c'est les speakerines à la télé, et il fait un canon à particules à protons qui rentre dans les antennes de télé, qui rentre dans l'antenne générale. Je sais pas comment elle fait son chemin, mais à la fin, elle rentre et elle arrive et pioup, elle tue la speakerine. C'est génial, putain. Et tu sais que tu m'as donné envie de le voir. Et alors, si je sais, il y a Boranger dans le film et il joue touche comme des tartifioles. C'est horrible et c'est d'une grotesquerie. Et en plus, c'est les musiques d'Eric Serra. Eric Serra, donc compositeur de Besson par la suite, et aussi plus mauvais compositeur de James Bond, il faut le dire. Oui, c'est vrai, c'était malheureusement pour Eric Serra, mais c'est tombé sur lui. C'est vrai. Écoute, où est-ce qu'on peut, parce que le passage est plus grotesque. Mais Cyborg je suis en train de regarder cette liste quand même. Ah écoute, tu connais la règle, je te laisse juge. Alors où est-ce qu'on va le foutre? Par rapport à Cobra, tu vois. Prenons un autre maître étalon. Je préfère regarder Cobra. Ah bah voilà, tu vois déjà, on a déjà situé un peu... on a resserré la Mais parenthèse. je préfère regarder Kamikaze à Cyborg. Hop, allez. Et bah voilà. Mais là, on a clairement des bottom shooters. On devrait le remercier pour... Excellent choix. C'est parce que c'est ce qu'on voulait aussi. Hein. Bah oui, mais en fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que les années 80, beaucoup de films sont pardonnables avec le temps. Je veux dire, pour plein de gens, les victimes des razzies, les maîtres de l'univers n'ont jamais été aussi haut classés entre Beetlejuice et Top Gun, quoi. Et dit comme ça, franchement, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Hein. Le but, c'est qu'à la fin, ça ait de la gueule. Exactement. C'est qu'on puisse aussi le foutre sur une dalle en marbre et se faire enterrer avec. C'est ça. Le dernier film proposé par Jean-Philippe, qui est aussi un film proposé par Martin Gamera. J'adore ce nom, alors je le dis son nom. C'est... Attends que je retrouve ma liste. C'est Terminus. Est-ce que tu connais Terminus? Alors, Terminus. Est-ce que ça te dit rien? Et si je te dis
Si je te dis qu'il y a que Johnny dedans. Ah putain, oui, alors, je ne sais plus qu'il s'appelait comme ça ce film. Alors, oui, je pense qu'il y a plusieurs noms pour Terminus, mais je crois que le nom français c'est Terminus. C'est un film de SF post-apocalyptique. Oui, c'est ça, avec c'est celui où Johnny Hallyday et Karen Allen en fait. Oui, c'est ça, où ils sont dans une espèce bah, c'est tourné nouveau dans une espèce de carrière ou je sais pas quoi, enfin parce qu'ils avaient pas les. Ah, c'est tourné dans une carrière, c'est sûr. Voilà, ils avaient pas l'argent pour les décors, etc. Et du coup, c'est tourné. Moi, je me souviens quand Karen Allen meurt dans les bras de Johnny et Johnny prend la relève, quoi. C'est vraiment l'image qui me fait. C'est un film nanardeux. Je pense que nos camarades de l'excellent Nanarland. Nanarland, ouais. Je pense qu'ils pourront en parler beaucoup mieux que nous. Ils ont une fiche complète là-dessus. Putain, c'est vrai. Et Karen Allen, juste une parenthèse, qui est quand même un énorme crush des années 80. Enfin, pour toi? Ah bah ouais. Bah pas moi. C'est la première meuf d'Indiana Jones, donc forcément, tu vois, elle m'a beaucoup marqué quand j'étais celle jeune. Qui va jouer dans Indiana Jones 4? Eh, ferme ta gueule. Eh ben attends, Indiana Jones 4, il a pas été tourné. Enfin non, il n'existe pas. Oh putain, mais il y a Jürgen Porschnau aussi dedans, maintenant je me rappelle. Qui fait le, tu l'as vu, le méchant. alors. Oui, je l'ai vu en fait. Maintenant les images me reviennent quoi. Alors écoute, moi je regarde Howard the Duck et Critters et tout ça. Est-ce que on le met où par rapport à ça? Ouais, par rapport à ça, je le vois quand même en dessous de Critters, quoi. Et même en dessous de Little Shop of Horrors, c'est quand même pas possible. Mais bon alors, soyons francs. Tu regardes Cobra. Oui, bah, en fait... Je regarderais Cobra plus volontiers que Terminus. Que Terminus, ouais. Mais en même temps, t'as Escape from the Bronx qui est juste au-dessus, tu vois. Il y a une certaine filiation entre les deux films. Ok, d'accord, écoute, d'accord. Au-dessous de Escape from the Bronx. Ouais, au-dessous de Escape from the Bronx. Parce qu'il y a vraiment une filiation, c'est clairement ça, quoi. Oui, c'est ça, il y a une espèce de filiation, puis Escape from the Bronx, t'as quand même à un moment donné un type qui se fait éclater la tête à coups de je sais plus, de batte de baseball, beurre de fer, plein cadre, et tu vois que c'est un mannequin, donc c'est quand même plus rigolo, quoi. Ça me rappelle qu'on n'est pas dans la bonne décennie pour The Warriors. Oui, c'est vrai, putain, mais un grand film, The Warriors, attention. Ah non, mais j'adore. Hein. Attention, pas de malentendu. Bah écoute, on remercie Jean-Philippe pour son excellent liste. Oui, alors, vraiment excellent, des perles, quoi. Ouais, ça c'est vraiment du beau choix. Bon, là, écoute, on a un peu des top shooters, parce que... Il faut bien alterner. Il faut bien alterner, et surtout, c'est des films où on a eu des milliards de demandes, je peux pas citer tout le monde. Donc j'en ai pris une qui les a dit, c'est la liste de Shakaoru. Shakaoru, merci beaucoup. Anthony, entre parenthèses. Et sa liste est intitulée The Good, The Bad and The Ugly. Ah, déjà le nom de la liste me parle. Et The Good, c'est Les Aventuriers de l'Arche perdue de Spielberg. Oh putain, voilà. Pouf. Et boum. Et boum. Drop de mic. Allez, dans ta gueule. Non, mais surtout, il fallait le faire à un moment ou à un autre, quoi. Non, mais c'est sûr. Je regarde tout de suite le haut de la oui, moi aussi, c'est... Qu'est-ce qui est... D'abord, il y a toujours ce problématique. On va essayer de pas y répondre, pas spoiler les futures émissions, mais j'ai essayé de pas le dire, mais c'est un de mes préférés quand même. Non, mais Les Aventuriers de l'Arche perdue, c'est la définition même de l'aventure. Même du film des années 80. De l'aventure au cinéma, c'est-à-dire que la mise en scène est absolument folle, la musique est incroyable, la direction de la photo, elle est sublime, le personnage est incarné par Harrison Ford, genre, il te fait virer ta cutie, c'est pas possible autrement. Enfin, je veux dire, c'est le charisme incarné. Le personnage est vraiment parfait. C'est-à-dire que Indiana Jones, c'est un type qui est super attachant, qui est bourré de principes, mais c'est aussi une espèce de brute épaisse quand il le faut. Et il y a des nazis. Et voilà. Enfin, il y a un truc que je trouve assez magnifique dans ce film, c'est qu'il arrive à t'installer une mythologie. Genre, tu comprends qu'il y a une histoire dans ces personnages. Tout de suite, mais c'est super bien caractérisé. Moi, ce que j'aime bien chez Spielberg, et qui se retrouve ici vraiment à la perfection, c'est que Spielberg, en fait, moi, ce que je préfère dans son cinéma, et étrangement, c'est sa cruauté contenue, on va dire. Mais sa cruauté contenue, on la sentira même plutôt après. Oui, justement, mais. Déjà dans ce film-là, quand t'as le nazi qui passe dans les pales de l'hélico, quand t'as l'autre qui se fait écraser par le camion, enfin, t'as une espèce de cruauté contenue parce que t'as toujours une espèce de petite touche d'humour. Enfin, t'as un truc, Et puis les nazis sont détruits à la fin, quoi. Ouais, et il y a un truc, voilà, il y a un truc qui fonctionne vraiment super bien et qui en fait enfin, voilà. Enfin, c'est plus qu'un classique. Enfin, Indiana Jones, le premier, c'est voilà. Je pense qu'on ne pourra pas dire grand chose que d'autres gens. Puis voilà, on peut juste dire qu'en termes de ressenti,
Ah, quel film extraordinaire, Ouais, quoi. Du juste- début à la fin. Juste vois-le, quoi. Voilà, le rythme est parfait. Enfin, La mythologie, voilà. l'acteur, le bon acteur au bon moment. Bon moment, voilà. La bonne actrice, enfin vraiment, tout est parfait dans ce Ouais. film. Ouais, donc écoute, je le mets au-dessus d'E.T., c'est sûr. Ah oui, mais moi je le mettrais juste en dessous de The Thing. Je le mets au-dessus de The Thing. Ah, et voilà, le dilemme. Je mets au-dessus de The Thing parce que Parce que il a toute la mythologie qu'il a installée. il a eu plus d'importance que The Thing. Qu'un remake. Mais n'oublions pas que, je te l'accorde, mais je préfère quand même The Thing. Tu aimes bien mais après, c'est notre liste. Bah C'est après, notre voilà. liste. Mais de toute façon, enfin, je veux Genre, dire- si tu veux dire que c'est meilleur que The Thing, je suis prêt à te l'écouter. Non mais voilà, Mais- mais c'est après de toute façon le problème c'est que là en fait tu choisis entre des chefs-d'œuvre. Enfin je veux dire au bout d'un Ouais. moment forcément tu fais un choix, un espèce de sacrifice à un moment donné. Genre qui te littéralement qui te fend le cœur. Enfin les films ces films à ce niveau-là c'est voilà. Bon, C'est- alors, de toute au-dessus façon- de The Thing? Ouais, On est d'accord? on le met au-dessus de The Thing quoi. Mais voilà, ça fait partie de toute façon des films incontournables. Eh ben écoute, Raiders of the Lost Ark. Enfin, après, j'ai pas lu le nombre de fois qu'on me l'a demandé. Ouais, mais c'est Mais- bah, c'est sûr, non mais c'est Voilà. c'est sûr. Alors c'est on va pas- passer à The Bad de la liste, et c'est un film qui s'appelle New York 1997. de Oh. Carpenter. Escape from New York. Escape from New York, John Carpenter. Alors, Escape from New York, c'est un film qui est très très intéressant dans la filmographie de Carpenter. Et alors, honnêtement, c'est pas mon préféré. Ce n'est pas mon préféré non plus. En fait, il a un gros défaut ce film-là, c'est que c'est un film d'action et que John Carpenter, le cinéma d'action, c'est pas son truc. Voilà. Et c'est aussi simple que ça. Et si, alors écoute, on va dire du bien de ce film, Non, mais mais- le problème de ce film, c'est le ton qu'il est donné. C'est-à-dire que les personnages, ils sont le ton à la fois comique pour certains personnages et parfois qui sont straightforward, qui sont vraiment premier degré. Et en même temps, ils arrivent, au début, on dirait que c'est la grosse blague, et ils arrivent dans un monde post-apocalyptique cynique. Et il y a un problème de ton, moi, dans ce film. Oui, il y a un petit problème à ce niveau-là, mais voilà. Jusque dans la musique, qui est assez géniale d'habitude chez Carpenter, et qui donne une espèce d'ambiance. Carpenter, il est bon pour les ambiances, et là, il donne une ambiance qui correspond pas au projet du film. En fait, C'est ça, pas Big Trouble in Little China, quoi. C'est- On n'a c'est- pas encore, mais on en a beaucoup, rassurez-vous, c'est pas la peine de nous le donner. Non mais en fait c'est ça, c'est qu'il y a un problème effectivement de cohérence et de rythme dans ce film qui fait que ça prend pas totalement. Par contre, voilà, là on a évacué le négatif. Par contre ce film-là, C'est un perso. c'est Snake Plissken, un personnage incroyable. Et là encore justement, j'en parlais dans After Eight, donc allez écoutez After Eight. Mais c'est un personnage dont tu ne sais rien. Et en fait, il est caractérisé à travers son attitude et à travers le regard qu'ont les autres. Il y a un truc qui est génial dans ce film-là, c'est qu'à chaque fois qu'il croise quelqu'un à l'intérieur de New York, donc dans le film, en gros, Manhattan, c'est devenu une île, enfin c'est devenu une prison plutôt à ciel ouvert, dans lequel il n'y a pas de gardien, parce qu'en fait ils ont érigé des murs tout autour de Manhattan, les mecs ne peuvent pas s'échapper. Manque de Paul, Air Force One a été abattu et s'est écrasé dans la prison à ciel ouvert. Alors pour éviter un incident, etc., ils envoient Snake Plissken, qui est un espèce de, qui est un condamné même à mort, je crois. Dedans, ils lui disent bon, on te rend ta liberté si tu vas nous chercher le président. Et Snake Plissken, c'est un type, il est antipathique, enfin c'est-à-dire qu'il est contre tout, il est contre l'État, il est contre, voilà, il y va parce qu'il est obligé, parce qu'il lui injecte une capsule qui va exploser s'il le fait pas assez vite, etc. Enfin, il est forcé de le faire, donc il va le faire. Et à chaque fois qu'il croise une personne dans cette prison à ciel ouvert, la première chose qu'on lui dit, c'est Snake Plissken. Ah, je te croyais mort. Et rien que ça, tu sais rien, tu sais pas pourquoi est-ce qu'il dit ça comme ça, mais rien que ça, tu comprends que ce type est une légende. Et par une foule de petits détails les uns après les autres, la légende de ce type se forme, alors que finalement, au final, tu sais rien de son passé, rien du tout. Et il y a un truc, et ça, c'est génial. Il a un charisme de fou. Voilà, c'est Il Kurt Russell. Il a un charisme animal. Je pense que en termes de charisme de cinéma, oui, tu peux. On a rarement fait mieux à part Mel Gibson. Ouais, voilà, exactement. C'est le charisme animal, tu vois. C'est vraiment ça. Mais en même temps, ce film a un problème. Par exemple, il aurait pas eu ce bandeau sur l'œil. Genre, le bandeau sur l'œil, ça lui donne tout de suite un côté comic book, tu vois. Et du coup, il y a tout un truc qui fonctionne pas. Et genre, il y aurait, je suis sûr que si tu remontais le film un peu différemment, tu changes un peu les musiques et tout, il y aurait quelque chose à faire.
Non, mais c'est sans doute des trucs à corriger. Mais je pense C'est pas son chef-d'œuvre. c'est pas son chef-d'œuvre absolu. C'est un très bon film, mais c'est pas son chef-d'œuvre On absolu. peut aussi souligner la phato que je trouve absolument superbe. Dans ce Ouais, film. C'est Dean Cundey et un mec qui va beaucoup occuper le haut de la liste puisqu'il a fait Back to the Future, Jurassic Park, enfin. Et aussi oups, j'ai un truc qui se pète la gueule dans le studio. Mais c'est pas grave. Techniquement, faut qu'on prévienne les auditeurs. On a des fantômes qui parlent sur sur notre enregistrement. Donc, on sait pas ce qui se passe aujourd'hui. Et aussi, enfin, ce qui est génial, c'est que ce film-là, enfin, la fin, elle est extraordinaire. Enfin, c'est cette espèce de doigt d'honneur que tend John Carpenter à toute une phase de l'Amérique blanche, dominante, etc. Sans spoiler, Escape from LA, tu préfères ou pas? Ah non, Escape from LA, il est beaucoup moins bon. Et Escape from LA, le problème, c'est qu'il jump the shark. Il est très cartoon. Il est vraiment littéralement cartoon. Et c'est pareil, il fonctionne encore moins bien. C'est-à-dire que, par contre, la fin, les 4 dernières minutes de Escape from LA sont extraordinaires. Quoi. Bah ouais, voilà, en fait, j'adore la fin de Escape from LA. Et la fin, ce regard caméra et qui dit Welcome to the Human Race. Enfin, ce doigt d'honneur, littéralement. Voilà, et Carpenter, et dans Escape from New York, t'as vraiment cette hargne. C'est-à-dire que le président américain, il est dépeint comme une espèce de bouffon incompétent. Ernest Borgnine, voilà. Qui est extraordinaire en chauffeur de taxi. Il y a Lee Van Cleef en salopard. Et dans le meilleur rôle de sa vie, enfin, dans le rôle de sa vie, je veux dire, le rôle de salopard, Lee Van Cleef, voilà, c'est... Bon, voilà, où est-ce qu'on fout ce film? On le fout... Moi, par principe... Moi, je peux pas le mettre au-dessus d'Empire Strike Back. Eh ben, je le mettrais juste en dessous, alors. D'accord, juste au-dessus de Karate Kid. Ouais, juste au-dessus de Karate Kid. Écoute, c'est pas mal, c'est une bonne place. Et d'ailleurs, il y a une anecdote qui est révélatrice par rapport à ce que je disais tout à l'heure, juste pour en terminer avec ce film-là, c'est que au départ, le film avait un prologue qui se passait dans le métro. Comme dans The Warrior, quoi. Oui, voilà, où en fait, en gros, t'apprenais comment Snake Plissken se fait arrêter. Et Carpenter, quand il a vu, il a fait, mais en fait, en gros, il est avec un compagnon. Et ce qui se passe, c'est que son compagnon se fait rattraper par la police, et puis Snake Plissken hésite, son compagnon est tué, et là il se fait arrêter. Et il disait, le problème c'est qu'en montrant ça, je montre trop d'humanité chez Snake Plissken, et du coup ça détruit le personnage, et du coup il a purement et simplement géré ce prologue. C'est clairement, John Carpenter est clairement un réalisateur ultra intelligent, quoi. Et du coup, c'est un mec qui se posait les bonnes questions. Il se posait exactement les bonnes questions, et du coup quand tu vois le film comme ça, comme dit, tu sais rien, mais il y a rien qui manque. C'est l'art de l'épure par Carpenter. Au niveau de son personnage, c'est la folie, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est à voir. Bon, alors ça c'était The Bad, et maintenant The Ugly de la liste, c'est Elephant Man de Lynch. On aura 2 films de Lynch finalement. Quel traumatisme, Elephant Man, putain. Ah ouais, t'as traumatisé? Ah ouais, moi je l'ai vu, c'était c'est la fin. Je suis même pas sûr aujourd'hui de pouvoir la regarder sans m'effondrer, quoi. C'est pire que le passage. Oui, mais c'est pas pour les mêmes raisons. C'est horrible. C'est horrible. Mais et je pense en plus, toi qui es père, c'est genre. Oui. Non mais c'est horrible, mais c'est super touchant. Enfin, le destin de enfin voilà, l'histoire, c'est un personnage difforme. Plus que difforme, hein, même qui en fait monstrueux. C'est ça le propos du film. Et en fait, en gros, tu suis sa vie, c'est-à-dire le regard des gens, le fait d'être traité en animal de foire, puis en sujet scientifique, etc. Et à un moment donné, l'humanité de ce type-là, où est-ce qu'elle se place, et comment nous on se place par rapport à cette humanité qui, voilà, sous le visage affreux, elle est quand même là. Et ouais, c'est hyper poignant. Enfin, c'est waouh, voilà quoi. C'est vraiment bizarre. Ouais. C'est vraiment un film qui est qui te reste dans l'inconscience. Voilà, et ça film tourné en noir et blanc, très beau, qui souligne vraiment en plus, enfin, tout est triste, enfin, ça te pèse, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais, c'est un film d'une tristesse inouïe. Et alors, tu sais le paradoxe, tu sais qui a, parce que j'écoutais un podcast tout à l'heure, tu sais qui a produit le film et qui n'est pas crédité, mais non. Qui a produit le film, c'est Mel Brooks. Oh purée, ouais, effectivement. C'est sa maison de prod qui a mis vraiment énormément d'argent et de pions dans l'argent pour aider le financement de ce film, quoi. Ah ouais, non, je ne savais pas, mais comme quoi, tu vois, mais c'est à voir, mais préparez-vous à souffrir littéralement, quoi. Ce film-là, Elephant Man, vraiment gros traumatisme de jeunesse, quoi.
Ouais, pour moi aussi. Ouais, quoi que je l'ai vu pas si jeune, hein. Je l'ai vu ado. Ah, moi je l'ai vu, je sais plus à quel âge j'ai vu, mais c'était. C'est le genre de film qu'on montre aux enfants pour leur montrer qu'ils sont heureux, aux petits bourges. Oui, c'est un peu ça. C'est Rémi sans famille, mais version en film. C'est ça. Genre, ben ouais, c'est comme ça que c'est passé. Hein. Moi, on m'a fait lire Rémi sans famille en disant, bah, regarde comme t'es heureux. Oui, ouais, non, mais je comprends tout à fait. Je regarde la liste. C'est quand même un film important. C'est un film qui nous a marqué. Ouais. Et il n'y a pas de film de ce calibre-là Non. en termes de désespoir Non. notre top encore, j'ai l'impression. Non, et Je le mets au-dessus des Blues Brothers, moi, si tu me. Ah oui, moi aussi, je le mets même. Est-ce que tu le mets au-dessus d'Aliens? D'Alien. Ouais, je le mettrais même au-dessus même au-dessus de Predator presque limite. Ouais, c'est un film plus dur que Predator. C'est sûr. C'est plus dur que. Allez, ok, d'accord. Écoute, est-ce que c'est le chef-d'œuvre de David Lynch? Alors, le chef-d'œuvre de David Lynch, pas sûr parce qu'il a fait d'autres trucs qu'on reparlera dans les autres décennies. Elephant Man. Mais Elephant Man, pour moi, il est sans doute dans le top 3, quoi. Dans ce top. Ah oui, c'est clair, c'est clairement. Ça fait partie de ses réalisateurs. Et ça, c'est pas un film qu'il a renié, contrairement à Dune. Oui, contrairement, ouais. Bon, je regarde le temps, on va se faire une dernière liste encore. Bah oui, on a le temps. T'es prêt? Mais je suis prêt. J'étais prêt dans le ventre de ma mère. Et bien, écoute, on remercie Chaka Olu pour sa liste. Merci beaucoup. Ouais. Sa liste, quand même, il faut dire, genre, je voulais qu'on évapore au moins un Indiana Jones, c'est quand ça. même. Parce que je voulais au moins qu'on fasse New York, parce que c'est des films qu'on nous a demandé 40 fois. Hein. Oui, non, bah ouais, normal. Désolé pour tous les autres. Et là, on a une liste de Cédric de Boucault. Il précise petite ville collée à Bayonne. Eh ben écoute, bonjour Cédric de Boucault. Merci Cédric Boucault. Et sa liste s'appelle Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Alors là, forcément, ça a dû te parler direct, quoi. Ouais, le thème était intéressant. Et puis c'est des films dont on va avoir, c'est des films numérotés, mais dont on n'a pas parlé parfois du précédent, donc ça peut être intéressant. Ça commence par Rocky 4. Oh putain, Rocky 4. Alors Rocky 4, c'est un film qui est énormément apprécié. Et, surtout par moi. Voilà, et moi, Rocky 4... c'est vrai ? Ouais, j'aime pas du... Enfin, je comprends qu'on puisse l'apprécier, comme on peut apprécier un nanar, mais au bout d'un moment, en fait, moi, la séquence finale, elle me scie tellement les jambes que j'arrive pas à pardonner le reste du film, quoi. Tu sais que je pourrais tellement en parler de ce film. Non, mais je peux comprendre qu'il y a un rapport affectif, mais... Alors, écoute, d'abord... par contre, un truc important, c'est que les Rocky... d'une manière générale, sont très très intéressants d'un point de vue autobiographique, c'est-à-dire quand tu les analyses à chaque fois par rapport à la carrière de Stallone, là déjà Stallone le réalise. Là, voilà, déjà. Stallone le réalise, et c'est le film où Stallone est tout puissant. Enfin, c'est le moment où Stallone est tout puissant, pardon. Et donc, ce film-là, c'est la traduction de ce sentiment qu'a Stallone et de sa position dans le système hollywoodien, et qui est vraiment, ce Rocky-là se place dans cette optique-là. Tu vois, chaque Rocky, tu prends le personnage de Rocky, tu prends où est Stallone dans sa carrière, et ça correspond à chaque fois parfaitement. Il les a tous écrits. Je suis d'accord. Et il y a un truc, on peut pas lui enlever, c'est le succès cosmique de ce film. Ah oui, non mais... C'est genre... on parle d'une recette genre à 300 millions de dollars. Ah oui, non, bien sûr, c'est colossal. Pour moi, l'erreur de ce film, s'il y a une erreur, c'est la mort de Carl Weathers. Oui. Et c'est vraiment problématique parce qu'en plus, pour Creed... Quand j'ai vu Creed, je me suis dit merde, c'est dommage que Carl Weathers ils ont tué Carl Weathers comme ça. Creed que j'ai beaucoup aimé au passage. Alors écoute, oui, je l'ai aimé, mais il y a beaucoup à discuter. C'est un film très discutable. Mais bon, bref. Mais déjà, mais on verra quand on fera les années 2015. Mais tu vois, le problème aussi de Rocky 4, c'est que je te laisse balancer un bon tiers du film est constitué de rushs du film précédent qui sont remontés sur des musiques de Survivor. Et et en plus c'est pas Bill Conti aux musiques. Bill Conti est en partie faire la musique de Karate Kid, et c'est Vince DiCola, un mec que j'aime beaucoup puisque c'est lui qui a fait les musiques de Transformers le film. Attends, moi tu me... Donc, je suis vraiment... Rocky c'est ma cam. Hein. Non mais voilà, quand t'as la mort d'Apollo Creed, t'as une séquence, je sais plus, elle dure 4 ou 5 minutes, elle dure la chanson entière, c'est un clip. Oui. Où t'as Rocky qui est dans sa bagnole, et t'as juste Rocky dans sa bagnole avec des flashbacks du précédent film.
Mais c'est ça qu'on veut. Non, mais artistiquement, c'est insupportable, quoi. Tu sais, c'est vraiment les années 80 dans leur caricature la plus caricaturale. Alors, écoute, d'abord, il y a un truc qui est caricatural. Bon, écoute, tant qu'à faire de la caricature, autant l'expliquer. Rocky, c'est l'esprit de son temps. C'est Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3. Il frappe. Rocky t'appelle le kid de Philadelphie. T'appelle ce que l'Amérique avait le plus peur, c'est-à-dire des Noirs. Oui, c'est ça. Et là, 1985, il s'est dit de quoi les gens ont plus peur encore qu'un noir, c'est un communiste. Et on est en pleine guerre froide. Ouais. Et je peux te dire un truc, c'est que je connais toutes les paroles de Ivan Drago par cœur. Donc Ivan Drago qu'on va retrouver dans les Maîtres de l'univers. C'est ça, Ivan Drago. Et j'avais oublié de souligner à quel point Master of Universe est tellement un film homoérotique. Et là, ça se sent aussi genre dans Ivan Drago. Déjà le 3, enfin le 3 avec les scènes d'Apollo Creed et de Rocky sur la plage où ils sautent de sang en mini dans les bras l'un de l'autre en mini short. Ouais. Genre c'est le truc le plus gay que tu puisses voir sans que ça soit. Et dans le sens des années 80, ça avait une autre portée en plus. Oui, c'est ça. C'est ça qui est drôle, c'est qu'à l'époque c'était la virilité hétérosexuelle à son maximum, quoi. Ouais, et c'était vraiment particulier, mais dans le sens où Dolph il était pas encore out à l'époque, donc du coup ça. Enfin, ça donne un attends, je vais pas bouffer tout mon crédit que j'ai récupéré en disant du bien des films X-Men, là, dans After Eight. Mais c'est vraiment l'esprit de son époque. Et il y a un autre truc. Ouais, mais c'est justement ça le problème pour moi, c'est que c'est un film réganien, quoi. Ouais, c'est clairement un film de Reagan. Et il y a un truc voilà. alors, écoute, je raconte beaucoup cette anecdote en IRL aux gens, autant que je la raconte devant des milliers d'auditeurs. Il y a le fameux discours de la fin. Oui, ouais. Et alors, Rocky arrive et il fait, je vais le faire avec la voix de Rocky en français. Il fait, grand moment, attention. Et il fait, ouais, il y avait 2 mecs qui se battaient sur le ring ce soir. Et là, le mec, il fait, oh, сегодня было только два человека на ring. Tu vois, il répète un peu, il répète juste ce qu'il dit. Et il fait, et dans le doute, je crois que je vous ai pas aimé. C'est ce qu'il dit, hein. Je me souviens bien de ce discours. Tout à fait. Je crois que je vous ai pas aimé non plus. Il fait, mais 2 mecs qui se battent sur le ring, c'est mieux que des millions. Non, mais voilà. Et là, c'est mieux que des millions qui se tabassent. Et ce qui est génial, c'est que le mec répète en russe, il répète juste la phrase. C'est mieux que des millions de dollars. Et toi, je wouch million dollars. Et c'est un film connu par tous les Russes comme étant genre le bullshit bingo maximum, quoi. C'est l'équivalent des traductions en chinois et japonais dans Lucie, c'est ça? C'est à peu près ce niveau-là, mais non, c'est pire parce qu'il dit même pas la même chose et ils sont une foule en train de faire wouh, genre et genre tous les Russes, enfin tout le pays, parce que ça n'a pas été tourné en Russie, là, ça a été tourné au Canada, mais tu vois, genre tout le monde joue la comédie, quoi, c'est ridicule. Et après il fait quand t'es beau, j'ai minutes, ça, c'est que tout le monde peut changer, genre putain, ce discours est hilarant. Et je me souviens que j'ai un de mes meilleurs potes parce que dès qu'il y avait Rocky 4 le soir à la télé, on le regardait évidemment. Et un matin, il me pose une liste avec 6 lignes et il me dit tiens, c'est toutes les répliques d'Ivan Drago. Je les ai notées. Et alors, je les connais tous. C'est Onka Kusok Jeleza. Je le dis avec le mauvais accent comme lui. Il est comme une barre de fer. Et bien sûr, il y a le immortel Silver, il meurt. Voilà, if he dies, he dies. If he dies, Écoute, pour moi, c'est un film immortel. Ah oui, moi, ça fait partie, tu vois, on avait le débat avec Kouyix sur Over the Top. Ça fait partie de ces nanars craignos que, personnellement, j'arrive plus à apprécier, quoi. Ah, attends, je te préviens tout de suite, c'est au-dessus d'Over the Top. Alors, pas beaucoup plus. Enfin, tu vois, genre, tu peux pas mettre le sens de la vie derrière, c'est impossible. Non, mais je le mets juste au-dessous. Devant Munchausen ? Devant Munchausen. Oh putain, t'es vache. Ah non, attends, c'est un grand film, Rocky 4. Ouais, et ce qui va être vraiment très compliqué pour noter Rocky 3 après. Ah non, mais je préfère encore Rocky 3, parce que justement, Rocky 3, il est peut-être il est tout aussi débile, mais il a pas ce côté pédagogique que de Rocky 4, quoi. Ouais, c'est ça qui m'énerve. Écoute, mais moi, c'est trop mon plaisir de revoir ce film. J'adore voir ce film, quoi. Ouais, je peux comprendre le truc, mais bah, c'est un film qui m'énerve avec le temps. Enfin, vraiment, j'ai plus de plaisir à le voir, quoi. Bon, est-ce que t'as une objection que je mette au-dessus de Munchausen ? Au-dessus de Munchausen, ça me fait un peu chier, mais bon. Allez, je te le laisse. Je vois que ça te tient à cœur, quand même. Bah attends, c'est le film de la Russe exploitation, quand même. Oui, c'est ça, quoi.
Alors bon, Rocky 4 s'est entériné entre le sens de la ville, Baron Munchausen, et juste devant Over the Top, ce qui est une place qui lui ressemble. C'est ça. Le deuxième de la liste de Je vous demande de vous arrêter est Rambo 3. Rambo 3. Alors tu vois, bah c'est pareil, film réganien incroyable, Rambo 3. Donc c'est Rambo qui part en Afghanistan. Le seul intérêt le principal intérêt du film, c'est qu'il parle d'un conflit dont on ne parlait pas, qui est en cours, dont on ne parlait pas. Et donc c'est en Afghanistan, les Moudjahidines contre les soldats russes. Et le colonel Trotman se fait prendre bêtement pour une histoire de missiles par les Russes, et du coup Rambo y va. Et donc déjà, pour moi le héros de ce film, c'est pas Rambo, c'est colonel Trotman. Il a les meilleures répliques du film. Par exemple, c'est quoi déjà ces répliques à un moment donné, quand il se fait interroger par le grand méchant russe, et le méchant russe lui fait « Où sont les missiles Stinger ? Où sont les missiles Stinger ?» Et là, Trotman, il lève les yeux, il le regarde, il fait « Dans ton cul !» Et à un autre moment, ils discutent et tout, puis ils évoquent Rambo, et puis le russe, il lui fait mais pour qui vous le prenez ? Pour Dieu ? Et là, Trotman, il regarde, fait non, Dieu aurait pitié, lui pas. Voilà. Et tout le film est comme ça. Mais comment tu veux que je mette ce film au-dessous de Rocky 4 ? Non. Ah non, pour moi, il va au-dessus. Parce qu'en plus, c'est ce qui est génial. Enfin, c'est génial. En fait, c'est marrant parce que si tu veux, les arguments que je t'ai avancés contre Rocky 4, je les utilise à l'inverse pour Rambo 3. Je sais pas pourquoi. Mais c'est que c'est un film, tu sais, qui à un moment donné, il veut dire, ah bah finalement, tu vois, ces Arabes là-bas, finalement, ils sont gentils parce qu'ils tapent sur des communistes. C'est ça le message du film, c'est que les Afghans sont les gentils, les Moudjahidines. Voilà. Donc, il y a un renversement un peu des codes. Moi, je me souviens que j'étais, à l'époque de sa sortie, je regardais le JT, et c'était le film de tous les records. Genre, oh là là, c'est le film pour lequel on a brûlé le plus de pneus pour faire le plus de fumée, d'explosifs, tu sais, genre... Tu sais, les comparatifs débiles. Et pour moi, ça annonce aussi le début de la fin de Stallone. C'est le moment où il commençait à devenir ringard. En fait, c'est le moment, et c'est le pivot de sa carrière, c'est le moment où il allait trop loin. C'est-à-dire trop loin en termes de tout, justement, parce que il se voyait comme l'icône de l'Amérique. Enfin, déjà dans Rocky 4, dans Rambo 3, c'est pareil. C'était l'icône de l'Amérique. L'Amérique, c'est moi. Enfin, il se bat à cheval contre un hélicoptère. Ouais, voilà. Il y a ce côté, et c'est le moment où il allait trop loin. Et effectivement, à partir de là, il a cessé par la suite d'être le roi du box-office, le roi d'Hollywood, et il s'en est pas rendu compte tout de suite. Et donc il a coulé. C'était la suite est vraiment douloureuse quoi pour le spectateur, la suite de la carrière de Stallone quoi. Mais ah non, il a eu des bons films. Hein. Oui, mais c'est là aussi. Disons que c'était le début de la caricature. Oui, voilà, c'est ça. C'est non, il était déjà dans la caricature, mais là c'était genre il faisait la caricature alors que l'Amérique allait passer à autre chose. Voilà, c'est ça. Il restait dans la caricature alors que l'Amérique en avait plus besoin. En fait, c'était ça. Et enfin, ce film est d'une connerie complètement abyssale. Ce film est d'une connerie abyssale. Ouais, c'est la folie. Alors du coup, je l'aime bien contrairement à Rocky 4, peut-être parce que aussi il est plus sanglant aussi. Enfin, t'as un côté il y a un côté body count un peu débile. Ouais, un côté voilà, vraiment quand il soigne sa plaie, que t'as une flamme avec qui sort des deux côtés de la plaie, qui est genre de 1 mètre de chaque côté, le truc est complètement improbable. T'as une des plus belles manchettes de cinéma quand t'as un soldat russe qui court dans le couloir et tu vois le bras de Stallone qui passe et le type il fait une planchette. Enfin, c'est complètement débile. Alors écoute, moi, la liste, je vois Rocky 4, Munchausen, Over the Top. Il va quelque part là-dedans. Ah, pour moi, il va au-dessus de Rocky 4, quoi. C'est pas écoute, tu m'as donné Rocky 4 très haut, je te donne Rocky 3. Rambo 3, tu veux dire. Oh, Rambo 3, pardon. Voilà. Mais en même temps, Stallone s'abandonne complètement dans ses rôles qu'on oublie complètement qui il est, quoi. Oui, c'est ça. Alors, écoute, Rambo 3, hop. Écoute, maintenant, et on va passer à la dernière liste. Et je pense que ça va être le dernier film qu'on va voir aujourd'hui. C'est Superman 3. Oh putain. Superman 3, la vache. Alors, est-ce que ça te dit quelque chose, Superman 3 ? Parce que moi, oui. Écoute, je suis très content. À part Howard the Duck, c'est le premier film de super-héros qu'on a dans la liste. En même temps, il n'y en avait quand même pas tant que ça non plus à l'époque, quoi. Ouais, d'accord, mais il y en avait quelques-uns. Mais il n'y avait pas tant que ça, quoi. Écoute, Superman 3 a été détesté pendant de très longues années, et il faut dire que c'est un truc en commun de beaucoup de films qu'on est en train de voir, c'est que souvent, c'était des films haïs et qui ont été réévalués avec le temps. On l'a vu avec Les Maîtres de l'Univers, Rocky 4, Rambo 3, tout ça, c'est des films qui ont été haïs, en fait, par la critique. Et Superman 3 faisait pas exception, quoi, parce que vraiment...
c'était considéré comme une bouffonnerie, quoi. Ouais, bah en fait, il faut dire aussi que Superman 3, enfin, il y a des trucs. Tu parlais de problèmes de ton tout à l'heure sur New York 97, mais Superman 3, il se place là, c'est-à-dire que le personnage de Richard Pryor. Oui, alors c'est un film, il faut l'expliquer, c'est un film qui a été écrit pour Richard Pryor. Voilà, qui était. Le star du stand-up. Voilà, une star comique américaine super connue là-bas. Et effectivement, le film a été écrit autour du fait d'insérer Richard Pryor dans le truc. Et ça se voit, enfin honnêtement, son personnage, il est... Alors, il joue un scientifique, grande gueule, enfin pas un scientifique, il est chômeur, mais il est programmeur. Il est chômeur, mais en fait, il a un talent pour la programmation et au bout d'un moment, il arrive à fabriquer de la kryptonite, artificiellement, et comme il lui manque un ingrédient, ça m'a marqué, il regarde son paquet de clopes et il rajoute du goudron dans la composition inconnue de la kryptonite, donc il fait de la kryptonite, mais qui, au lieu de tuer Superman, le rend hagard. Oui, c'est ça, ouais. Et elle fait Dark Superman, et Superman devient littéralement un méchant qui se bourre la gueule, ce qui est genre pas possible, parce que normalement, il peut pas souffrir de l'alcool, Superman. Mais son costume devient littéralement plus sombre. Enfin, son costume devient littéralement celui de Superman Batman, en fait. C'est ça. il prend la même couleur et il prend la même attitude que dans Superman Batman, ce qui est encore une fois la preuve que Superman Batman, c'est vraiment un ton débile. Ah non, mais complètement. Là, non, ça c'est mieux que Batman v Superman, ça par contre. Et alors, y a pas photo. moi je l'ai réévalué avec le temps. C'est un film qui m'a beaucoup marqué petit parce qu'il y a une scène de robotisation, de scarification robot à la fin. À la fin, oui. Ouais. Foutu les boules. Ouais. Ça m'a vraiment foutu les boules. Oui, c'est d'ailleurs une scène très bizarre parce que tu le vois se dépatouiller dans les entrailles du robot et tout. Enfin, un truc, c'est assez étrange. Il y a des moments de grosses flips pour un film de Superman. Alors, l'avantage par rapport aux autres films Superman, c'est qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Il n'y a pas de longue intro. Je n'aime pas Superman 2, en fait. J'adore Superman 1 pour sa valeur cinématographique, parce qu'il y a plein de plans qui sont, je trouve, extraordinaires. C'est un film que je me remonte dans la tête de temps en temps. Je me souviens plan par plan de certains trucs. C'est un film qui m'a marqué extraordinairement dans la vie. Mais Superman 3 était le maillon faible, quoi. Je le voyais, je l'ai vu une fois. Superman 2, tu veux dire Superman 3, non, je parle de Superman 3. Ah oui, d'accord. Était aussi un maillon faible. Et ils étaient tous des maillons. D'ailleurs, on a oublié de le dire. Maillon faible, Superman 4. Oui, voilà, non, mais Superman 4, c'est encore une autre histoire, et peut-être que quelqu'un aura la décence de le nommer. Putain, parce que ça, c'est hardcore, je crois que c'est le premier Superman nommé, je crois. Donc, écoute, ouais, il y a un ton, mais le problème, à la réévaluation, ce que j'ai compris, c'est que ce film est un hommage au Superman un peu bizarre du Silver Age. Tu sais, celui qui humilie Lois Lane et qui... tu vois, il est humiliant, il fait des vannes, enfin tu vois, il est un peu goofy et les histoires sont un peu absurdes. Oui, et là, il y a beaucoup de scènes absurdes. Moi, il y a la scène qui m'a marqué, c'est quand Richard Pryor, il est en haut de la tour, il y a une espèce de tour gigantesque, et il y a une station de ski en haut de la tour, et il tombe à ski, et il tombe du 10 millième étage sur ses skis, quoi. Et tu vois, il y a des trucs de ton, d'absurdité, c'est un film comique. Et il s'inscrit dans la tradition comique des comics Superman, mais des années 60, quoi. Ouais, mais c'est moi j'ai revu il y a 2 ans, je crois. Et mais enfin, le problème c'est que il est mal fagoté de partout. Enfin, tu vois que en fait, justement, il y a un gros problème de montage dans ce film-là. C'est que il y a des pans entiers de films, tu sais pas à quoi ça sert, ou alors ça dure trop longtemps. Il y a des trucs il y a un truc qui fonctionne vraiment pas comme il faut. Tu sens que c'était le film qui a été fait parce qu'il devait le faire à un moment donné, justement parce qu'il y avait la pression de Richard Pryor, il y avait la pression des studios, voilà, tout le monde voulait le refaire, mais c'est pas trop. Et en plus ils avaient viré Richard Donner. Ils avaient viré Richard Donner, donc c'est Richard Lester qui a pris le relais. Et il y a un truc, enfin, c'est un film boiteux, quoi, vraiment bizarre. C'est un film compliqué à aimer, mais honnêtement, c'est pas le plus mauvais des Superman. Ah non, c'est je le situe au-dessus de Superman 2. Hein. Bah moi, Superman 2, Superman 2, il est super boiteux aussi, mais moi j'aime beaucoup la scène de baston à New York. Finale, surtout quand tu le revois après Man of Steel, en fait.
Ouais, mais bon, après, si tu réévalues tout par rapport à Man Oui, non, of mais Steel, voilà. Non, mais, c'est-à-dire que, non, mais la baston, enfin, c'était fait avec les moyens de l'époque, mais je trouvais ce passage-là, tu voyais vraiment Superman tel qu'il était, c'est-à-dire qu'il se bastonnait avec les types parce que c'était un danger, mais dès qu'il y avait un truc genre qui tombait ou un truc qui explosait, le premier truc qu'il faisait, c'est qu'il abandonnait la baston et il allait s'intercaler pour sauver les gens, quoi. Ouais. Et ça, c'est un. Bah, c'est à l'époque où les super-héros ils sauvaient encore des gens. Voilà, ils sauvaient, et ça, c'est un truc qui fonctionnait. Et c'est là où tu voyais vraiment le cœur de Superman. Alors que c'est pas un personnage que j'apprécie particulièrement, mais tu comprenais pourquoi d'un seul coup les gens aimaient Superman. Je crois qu'il faut aimer le personnage de Superman et principalement celui des années 60 pour apprécier ce film, ce qui le rend un peu compliqué. Je regarde la liste. Je le vois au-dessus de Bloodsport quand même, tu vois. Ouais, on peut le mettre au-dessus de Bloodsport, ouais. Je le vois au-dessus de Papy fait de la Résistance quand même. Ouais, juste en dessous de Willow, ouais, ça me va. Ok, ça te va. Ouais, parfait. Et je pense qu'on a fait le tour, on a fait tous les films. On a fini. Non, en fait, on a encore beaucoup d'autres listes. On peut pas en faire des milliards. Mais on a fait pas mal de choses intéressantes aujourd'hui. Eh bah écoute, on va dire qu'it's a wrap. Allez. Exactement. Eh bien, on a inauguré ça lors de notre précédent épisode. On va remettre ça, on va faire des petites recommandations, parce que on aime bien aussi quelques films parfois. Alors papa, quelle est ta recommandation de cet épisode ? Alors moi, la recommandation, c'est pas une recommandation cinéma, parce qu'on a parlé beaucoup de cinéma, mais plutôt jeux vidéo. En la matière de Doom, ou plutôt celui que j'appelle Doom 4, qui est sorti il y a un bon mois, on va dire, et qui est un jeu qui est particulier parce que si tu veux, à force d'évoluer dans le milieu du jeu vidéo, tu finis par connaître pas mal de choses et globalement, c'est au mieux les jeux sont à la hauteur de ce que t'espérais, au pire t'es déçu. Et là, c'est un jeu qui était extrêmement mal vendu par Bethesda, les éditeurs, parce que en fait, pendant 2 ans, ils ont fait une communication lamentable et tout, et c'est que la veille de la sortie du jeu, qu'à un moment donné, on s'est dit peut-être qu'il est bien. Et au final, pour l'avoir terminé, pour l'avoir fait retourner dans le large, ce jeu est vraiment une tuerie. Enfin, si t'aimes les first-person shooters, les jeux de tir en vue subjective, enfin, c'est pour moi, c'est un jeu qui procure des sensations que j'en connaissais plus depuis des années, quoi. Moi, je m'y suis mis hier, non, avant-hier, et ça m'a surpris en bien parce que c'est vraiment, putain, c'était ça les jeux d'avant. C'est ça. C'était ça les sensations qu'on aimait parce que il y a pas cette idiotie de vie illimitée qui est de tu te caches, voilà, tu attends quelques secondes et tu reviens avec ta vie. Et justement, tu fais attention, chaque balle que tu te prends dans le beat compte. Justement, j'en parlais avec quelqu'un que tu connais bien, avec Christophe Kagotani, il y a quelques années à Tokyo, où il me disait, pour moi, Doom, c'est le Doom ancestral, celui de 93, c'est une sorte de survival horror. Et il a raison dans le sens où ce qui est génial et qu'on retrouve dans ce Doom 4, c'est que c'est un jeu où si tu fais pas gaffe, tu meurs très très vite, tu te finis explosé très très vite, mais par contre si tu t'appliques, si t'es concentré sur le jeu, sur ce qu'on te demande, sur le skill, etc., t'as un sentiment de constamment en mouvement. Voilà, faut être constamment en mouvement. En fait, le secret du jeu, c'est ça, c'est que dès que tu t'arrêtes, tu meurs. Donc faut être tout le temps en mouvement, faut shooter vite et bien, et quand t'arrives à faire ça, t'as un sentiment de puissance inégalable, parce que tu sais que si tu le fais pas, et ben tu crèves sur le champ. Donc le sentiment d'être surpuissant vient finalement de ta fragilité, parce que tu comprends d'où ça vient, c'est très clair, c'est très limpide, et le gameplay s'articule uniquement autour de ça, autour du mouvement, de aller d'une cible à l'autre, ratatiner le plus de monde possible, le plus vite possible, et ça fonctionne super bien, et tu retrouves ce côté survival horror, c'est-à-dire que c'est hyper sanglant, c'est hyper gore, etc. Et si tu fais pas gaffe, tu crèves sur le champ. Par contre, si tu maîtrises bien ton sujet, et ben t'as l'impression d'être super bon et c'est super valorisant. C'est vraiment, pour moi, je pense que c'est le jeu de l'année. Enfin, je vois mal quel jeu pourrait surpasser les sensations que j'ai eues. Mais en tout cas, pour l'instant, le point où j'en suis, il est clairement dans mon trio de tête. Donc voilà, Doom 4. Et il y a un truc que j'adore, il faut que je te le dise, c'est qu'au tout début, il y a une séquence intermédiaire où il y a une espèce d'ordinateur qui te parle et qui te dit: alors voilà l'objet de votre mission, blablabla. Et lui, il le vire, mais genre, fuck this shit. Voilà. Et c'est clairement pas de blabla. L'aide d'attention du développeur, genre, rien à foutre. C'est genre. C'est exactement ça. On se concentre sur le gameplay et la maîtrise du gameplay, et ça marche super bien, c'est super bien fait. Enfin, vraiment. Et puis il y a un côté entre tradité et modernition, comme dirait l'autre, où t'as plein de trucs modernes, enfin genre les glory kills, donc le fait de faire des des exécutions à bout portant, etc., qui est un truc moderne, mais je trouve ça super bien mixé avec le côté old school. Enfin, il y a vraiment un côté
synthèse, voilà, c'est le Et jeu il y a de une tir subjectif et il y a une synthèse. tronçonneuse. C'est Et il y a une chouette. tronçonneuse qui tronçonne sa race. Bah écoute, c'est une bonne recommandation. Voilà, tout à fait. Et alors moi, je vais recommander. Alors, je m'étais dit que je le ferais dans le premier épisode, dans l'épisode précédent, et en fait, j'ai oublié. On a tellement parlé de Carpenter. Je voulais recommander un podcast. Alors, Super Ciné Battle, c'est un concept, mais c'est un concept qui existait déjà aux États-Unis dans pas mal de podcasts et de sites. Faire des listes, c'est pas nouveau, mais il y en a un tout particulier qui a le même dispositif, c'est-à-dire les gens envoient des listes et eux ils les classent. Et c'est un podcast qui s'appelle War Rocket Ajax et ils font des listes de meilleurs comics. Et alors peut-être ça vous parlera pas beaucoup, mais ils font aussi meilleurs personnages. Enfin, ils font plein de listes comme ça. C'est des épisodes spéciaux qu'ils font. Et c'est vraiment, c'est assez réjouissant en fait. Et alors, faut être un peu connaisseur des comics, faut être un peu connaisseur des super-héros. Mais si vous vous intéressez vraiment, j'aime bien le ton de ce podcast. Et je vous mettrai le lien sur notre site. Vraiment, War Rocket Ajax. Et leur site, c'est Every Story Special, où ils font des récapitulatifs de toutes les BD. Moi, je suis tellement client que je les soutiens sur Patreon, pour te dire. Voilà, bah écoute, c'est tu vois, bien. Quand j'aime, je paye. Voilà, soutenir la création, c'est une bonne chose. Je ne lance pas de sujet, je n'inceptionne pas du tout. Mais voilà. Je pense que c'est bon pour nos recommandations. Tout à fait. Et ben voilà, là, c'est la fin de notre vrai 3e épisode. Voilà, exactement. N'oubliez pas, on a fait aussi un podcast qui s'appelle After Eight, épisode 11, où on parle de Super X-Men Battle, où on passe en revue tous les films X-Men sortis à ce jour. Voilà, 9 films en tout. Avec notre ami Quix. Et on vous remercie de votre fidélité. Vous savez que ça nous touche. On vient de recevoir du fan art. Vraiment incroyable. Juste avant d'enregistrer, on est trop jouasse. Ouais, vraiment, merci encore pour les réactions, pour les petits mots, pour tout. Nous, encore une fois, on a fait ça parce que ça nous plaisait aussi, ça nous faisait marrer. Et c'est ce qu'on fait, en fait, en général, quand on est assis sur un canapé chez toi. Exactement, à chaque fois qu'avec Daniel, on se retrouve chez lui ou chez moi, ça finit toujours comme ça, puis on s'est dit, voilà, on va le faire en podcast, on verra bien, puis on est super content que ça vous plaise aussi, donc merci encore, quoi. Voilà, et on aime bien faire des listes. Et aussi, il y a un truc important, et j'en profite puisque c'est la fin. Je sais pas si beaucoup de gens écoutent à ce niveau-là, mais je trouve ça important de faire des listes un peu de qualité, quoi. C'est-à-dire que les listes, souvent sur Internet, ça a été décrié parce que c'était le choix facile éditorialement. Genre, fais-moi une liste des 10 meilleurs, des 20 meilleurs, des 19 meilleurs. Et souvent, c'est décrié parce que c'est mal fait. Et nous, on pensait qu'il y a une manière de le faire. En fait, c'est le plus important dans la liste finalement, c'est pas la liste en elle-même, c'est plutôt justement comment est-ce que t'en arrives à ce résultat. Et c'est ça qu'on explore ensemble, quoi. Et quand on regarde notre liste et qu'on se dit quand même c'est un peu cohérent, en fait ça nous fait assez plaisir. Et ce qui nous fait encore plus plaisir, on en profite pour le dire, c'est quand quelqu'un nous dit aujourd'hui j'ai vu Predator, c'est grâce à vous et ça, putain, ça a pas de prix, quoi. Voilà, exactement. C'est quand t'arrives à convaincre, enfin pas à convaincre, mais en tout cas à inciter une personne à découvrir un film qu'il a pas vu. Alors que c'est des classiques. Hein. Voilà. On y est pour rien. Nous. Mais voilà, puis après le film, il a ses qualités propres. Hein. C'est pas nous qui le rendons bon ou mauvais. T'imagines, les gens ils vont regarder Master of Universe grâce à nous. Ou le passage. Oh putain, le passage qui est donc le nouveau plus mauvais film. Voilà, le nouveau plus mauvais film. Enfin voilà, du coup c'est cool quand on vient nous voir et nous dit vous m'avez fait découvrir ce film et en plus j'ai bien aimé, donc putain, banco, quoi. Ah non, c'est vraiment, c'est pour ça qu'on fait, c'est pour faire partager une passion, mais sans genre, voilà, on essaye de niveler le truc par le haut et en restant le plus simple possible, quoi, parce qu'on est vraiment, on peut pas être plus nous-mêmes que ça. Exactement, c'est difficile, autrement je sais pas quoi ce qu'on ferait. Bon allez, trêve de blabla, nous sommes disponibles sur le site supercinébattle.fr. Vous pouvez aussi retrouver notre master list qu'on met à jour à chaque diffusion d'épisode. Tout à fait. Vous pouvez retrouver l'émission sur YouTube, sur SoundCloud, mais aussi sur iTunes, parce que c'est là-bas le game, voilà. C'est là-bas où tout se passe. C'est là-bas où tout se fait. C'est là-bas où on met toutes les petites étoiles et les appréciations. Stéphane, il paraît que tu as eu quelques publications, dis-nous tout. Eh bien oui, chez Third Edition, donc on a sorti l'année du jeu vidéo 1992. Moi et une
dizaine d'autres auteurs très talentueux. Voilà, donc on parle de l'année 92 de point de vue du jeu vidéo. Je suis en train d'écrire d'autres petites choses qui vont paraître au courant de l'année. On me retrouve aussi de temps en temps chez Gamecult, sur Sens Critique, et puis voilà, en Striker dans After Eight, voilà, comme on l'a répété tout à l'heure. T'es plus qu'un striker, t'es un guest d'honneur. Oui, là, c'est ça, le guest d'honneur, c'est ça. Et moi, moi je co-présente After Eight, donc avec mon camarade Quix. Vous pouvez me retrouver sur plein de médias différents, à Slate, et aussi Gamecult, puisque là on enregistre, c'est avant le 3. Donc si normalement la diffusion suit son cours, ça vous nous entendrez en pleine 3. Et normalement c'est moi qui anime, qui co-hoste Je sais pas ce que ça va donner. Je pense que ça va être très bien. Je sais pas, je me demande quel happening on va faire. Moi j'espère qu'il y aura un peu de LOL, parce que c'est avec le LOL qu'on va passer du bon temps. Voilà, donc voilà, ça c'était pour mon actu. Merci encore de nous suivre, d'apprécier le concept ciné, et on vous remercie encore et on vous dit à la prochaine. Merci pour tout, merci pour les listes, à bientôt. Ciao les gars. Dans les sous-titres des Barrets de mer de Chine 2, soudain, C'est extraordinaire. ce n'est plus l'heure des gâteaux.